Bienvenue aux engagés publics, je suis Denis Martel. Aujourd'hui, je suis avec Clément Laberge. Salut Clément. Salut Denis. Et Léo Bureau-Blouin. Salut Denis. Salut Léo. Alors cette semaine aux engagés, le premier ministre du Manitoba redécouvre le Québec qui se réveille. Andrew Scheer vend des pouvoirs et des déversements aux Québécois. Et la première animation de Denis. Tout à fait, c'est ma première animation, donc soyez indulgents. On va essayer. Donc, salut les gars. Comme on le disait tantôt, c'est ma première animation, mais j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'était passé de spécial dans vos vies cette semaine, dernièrement. Allons-y avec toi, Clément. Ah ben moi, comme tout bon garçon de banlieue, cette semaine, j'ai occupé une pleine journée à vider mon toit. Alors, je me remets péniblement de mes douleurs, mais c'est fait, donc je suis prêt pour la prochaine tempête. Attends un peu, les gens de Sainte-Foy font ça eux-mêmes? Oui, on fait ça nous-mêmes, puis on se salue d'un toit à l'autre. Je te c'est charmant. Vu des airs, on est sous la ligne de l'aéroport ici, ça doit être vraiment admirable. Et t'arrives-tu des fois d'envoyer la main à André Arthur, qui reste dans le quartier, juste à côté? Juste plus loin, lui, je pense pas qu'il le fasse lui-même. Tu penses pas qu'il le fasse lui-même? Non. Hein? Léo, nouveauté en présence aux engagés publics. Oui. On est content de te recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à Québec? T'es maintenant à Québec parce qu'effectivement, là, t'es avec nous. Très bonne question, Denis. Écoute, je suis arrivé à Québec début janvier, le 3, parce que je viens de commencer l'école du barreau. Moi, j'ai fait mes études ici à l'Université Laval en droit. Puis là, je continue. Je fais l'école du barreau ici pour devenir avocat, puis je devais le faire à Québec. Donc, c'est un retour pour moi dans la capitale. Puis, je suis bien content d'être ici. J'en profite pour continuer de m'engager. Fais-nous un rappel là, pour ceux qui n'ont pas suivi ton parcours. Moi, j'avais l'impression que tes études, c'était tout entamé en Europe et que ça allait se compléter en Europe. C'est pas le cas? Non, c'est ça, parce que j'ai terminé mon bac ici. J'ai fait une maîtrise en Angleterre, mais j'avais jamais complété mon parcours d'avocat, si on veut. Okay, je comprends. Pour pouvoir pratiquer ici au Québec, il faut faire l'école du barreau, qui est un parcours là, qui dure 4 mois. Donc, c'est ce que je suis revenu faire. T'es pas natif de Québec? Non, pas du tout. Je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Saint-Hyacinthe toute mon adolescence à Rive-Sud. OK, fait que là, faut savoir si tu es en mesure de devenir un gars de Québec comme il se doit. Je suis prêt. Est-ce que tu veux un troisième lien? Ah, ça, je suis pas sûr. Là, ça commence mal. Un ou un autobus? Un autobus. Ah, non, ça va pas non plus. Mais là, les gars, OK, comment? là, essaye poteau, baleine, guitare. Un poteau, une baleine Non. et une guitare. Non. Va falloir te réinviter Ben, C'est correct. regarde. à la fin de ton stage. Vous me reposerez ça dans 4 mois. Mais là, j'ai eu un bon baptême. J'étais venu en auto, justement, dernièrement. Là, j'ai failli me faire remorquer par ces lumières-là qui flashent pour les opérations déneigement. Ah, y a Fait pas que ça? je m'acclimate quand même tranquillement, pas vite, à la vie à Québec. Ben écoute, si tu veux t'acclimater, moi je te recommande d'écouter la radio de Québec. Tu vas pouvoir faire plein d'apprentissages. Non seulement c'est notre façon. Il n'est pas obligé de tout apprendre, Denis. On se gardait des petits mystères. Le mystère Québec. OK, ben pour ma part, écoutez, moi cette semaine, j'ai appris que c'était le début du tournage de Kaamelott de Alexandre Astier. Puis ça peut paraître étrange. La vie s'arrête. La vie s'arrête. La vie se redonne un nouveau souffle. Ça va me garder ça encore pour une couple d'années. Je suis un sérieux amateur de Kaamelott et d'Alexandre Astier en particulier, qui est un génie. Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, accuse Legault d'avoir fait du marchandage politique lors de sa rencontre avec Justin Trudeau la semaine dernière. Il considère que les demandes sont rien d'autre qu'un manque total de respect envers le Canada. M. Pallister a dit « Le Québec a adopté des approches allant à l'encontre des intérêts du pays sur plusieurs enjeux. » D'ailleurs, dans sa chronique de ce matin, Yves Boisvert disait et il soulignait que l'Ouest canadien est en colère contre Trudeau et le Québec. Donc, deux points de vue différents. Clément, es-tu inspiré par l'appel au dialogue du premier ministre du Manitoba, de notre
Bof. T'as pas l'air impressionné. Non, je suis pas très impressionné. En fait, tout ça me donne une sérieuse impression de Back to the Future. J'ai l'impression qu'on replonge dans la situation politique d'il y a 20 ans. Une situation qui se tend, le bloc qui arrivait à l'époque qui là semble vouloir renaître de ses cendres, Trudeau face aux conservateurs, le NPD qui se satisfait de son rôle d'opposition. La seule chose que je trouve réjouissante dans tout ça, c'est qu'avec François Legault aux commandes, on a l'air d'avoir quelqu'un qui a le goût de se tenir droit, alors qu'avec Philippe Couillard, on aurait été dans une position d'être spectateur de ce redéploiement-là. Donc, je regarde ça avec un œil intéressé, mais inspirant, pas tellement. T'as pas l'impression, justement, qu'on était plutôt en pause et qu'on se remet en marche à ce moment-là? C'est une façon optimiste de voir. Je peux y adhérer. Toi, Léo? Je ne suis pas très inspiré non plus. Je comprends pas, en fait, les choses, c'est ridicule, les critiques du premier ministre du Manitoba. Qui c'est qui fait pas ça, des listes d'épicerie? Quand il y a des élections, par exemple, ici au Québec, les villes font leur liste d'épicerie, les lobbies font leur liste d'épicerie. Si lui ne fait pas la sienne, c'est peut-être lui qui ne fait pas sa job en vue des prochaines élections fédérales. Donc, je me demande un peu, c'est peut-être que c'est de bon ton au Manitoba de casser un peu de sucre sur le dos du Québec, mais je pense qu'il y a des raisons de critiquer le Québec, mais celle-là, ça n'en est pas une, il me semble. Puis surtout que ça ne prend pas en compte aussi, encore une fois, que le Québec a des demandes particulières, prétend être une nation, ce que le Manitoba prétend pas. Et donc, je ne vois pas en quoi on peut reprocher au Québec, justement, de ne pas penser toujours aux intérêts de l'unité canadienne. Il me semble qu'il a manqué un bout d'histoire dans les dernières décennies. Mais tu soulèves que ça pourrait être une tactique, justement, pour son propre succès auprès de ses électeurs, de casser du sucre sur le dos du Québec. Je pense que oui, surtout avec ce qu'on a vu en Alberta récemment dans les dernières semaines, où il y a un paquet de critiques sur la péréquation, sur la bourse du carbone. On voit qu'il y a vraiment plusieurs provinces de l'Ouest qui critiquent le Québec. Puis je pense qu'ils voient bien que la prochaine élection fédérale aussi va se jouer beaucoup sur le territoire québécois. Donc c'est peut-être une façon un peu pour eux d'exprimer leur frustration par rapport à leur manque de rapport de force en vue des élections là, en octobre prochain. Tu serais peut-être jaloux un peu de ce rapport de force-là. Oui. Puis je pense qu'il y a aussi un calcul très, très intéressé d'aller flatter le sentiment de frustration à l'égard du Québec dans leur propre région. Donc, tout ça mis ensemble, je pense pas que ça va changer d'ici l'élection. Ça va être une année très, très chaude. Tu sais, quand ça se passe pas bien chez vous, tu trouves un ennemi commun, puis le Québec, c'est toujours c'est toujours un bon bouc émissaire. On est toujours là pour ça. C'est utile pour ça. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est... Là, le Legault, il multiplie les visites un peu partout, mais regardons là la liste qui a demandé à Justin Trudeau. Premier élément, au point de vue de l'économie, augmentation des exportations du Québec. Bon. 2, projet d'infrastructure. Donc, il veut de l'argent pour le tramway de Québec, la ligne bleue du métro de Montréal, des voies réservées pour le train à grande vitesse entre Québec et Windsor. 3, rapport d'impôt unique géré par le Québec. Là, moi, je trouve qu'on tombe dans des trucs plutôt intéressants. Mais on peut se demander aussi si François Legault il croit vraiment à cette ligne-là, mais que ce soit dans la liste, c'est intéressant. Tout à fait. Puis je veux dire, il y a quand même le courage. Puis tu l'as soulevé tantôt, puis je suis d'accord. C'est absolument impensable sous les libéraux. Là. Tout ça? Ben oui, bien sûr. Surtout, quand je vais poursuivre. Surtout 3, donc rapport d'impôt unique. 4, compensation pour les demandeurs d'asile. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu sous Couillard. Je pense pas qu'il y ait eu le courage d'aller chercher essayer en tout cas, ou faire la demande. 5, baisse des seuils d'immigration et tests de français et de valeur. Voyez-vous encore un mot qui revient du passé, puis toi, je pense que tu l'as vécu d'assez près, Léo. Ça rappelle, disons, des souvenirs. On joue dans un film dans lequel on a déjà joué. Qu'est-ce qui se passe avec les Québécois qui a tout qu'il faut? Ça va nous prendre de quoi qui finit par des valeurs. Tant qu'on ne l'aura pas, ça marchera pas. On sera pas content. Non, on dévie un peu, mais c'est vrai que ça m'a surpris, moi, dans la dernière élection, puis même maintenant, on a tellement cassé de sucre sur le dos du Parti québécois avec la Charte des valeurs, la Charte de la laïcité, en traitant le Parti québécois de raciste, de tous les mots, disons, de ce monde. Puis là, la CAQ arrive avec un projet qui, oui, plus édulcoré, mais il reste que... Je trouve que la CAQ n'a pas du tout le même traitement super critique de la part de tous les chroniqueurs puis de la part de toute la population. Il y a eu une petite manifestation au début suite à leur élection, mais je trouve qu'ils ont quand même une free ride sur cet enjeu-là puis qu'il y a du deux poids, deux mesures, je trouve. Donc, les caquistes auraient le droit de dire variable des valeurs, mais pas les
pas le monde du Parti québécois. Tu sais. Comment vous l'expliquez? Ben moi, je l'explique par le fait que je pense que le Parti québécois, dans les dernières années, a tellement emmagasiné, disons, une marque de commerce négative, puis justement associée on le sait bien, les méchants séparatistes, ils préparent toujours un plan pour exclure les immigrants ou peu importe, de sorte que la CAQ étant un nouveau parti, je pense que les gens accueillent avec beaucoup plus d'ouverture leurs propositions, puis ça se voit sur la scène fédérale aussi, dans le sens que l'accueil que Andrew Scheer, puis que même que Trudeau font ou même le NPD font à Legault, je pense que jamais il aurait réagi aussi positivement à ces demandes si c'était venu d'un méchant parti séparatiste comme le Parti québécois. Non, le Parti québécois s'est laissé, je pense, au fil des ans, s'est laissé mettre le costume du méchant. Puis là, je reviens sur ce que tu disais, Léo, tout à l'heure. Quand ça va mal quelque part, il te faut un méchant sur qui taper. Le PQ était devenu cette espèce d'épouvantail-là devant lequel on se définissait. Puis l'infamie ultime aujourd'hui étant le racisme. Exact. C'est ça. Donc, c'était devenu ça. Là, pour le moment, il repart avec une carte à 0. Donc, on verra qui va porter le prochain costume du méchant. Il y en aura un. La question, c'est de savoir qui et dans combien de temps et à travers quel genre de crise ça va se passer. Puis moi, je trouve que c'est quand même une situation qui offre beaucoup de possibilités pour la CAQ. Je trouve que c'est quand même intéressant parce que, justement, là, on ne peut plus juste se contenter de dire c'est des indépendantistes, donc il faut refuser tout ce qu'ils demandent. Ça force quand même les partis fédéraux puis à se poser des questions. Puis sur le fameux dossier de la laïcité, j'ose espérer que ça va nous permettre justement de débloquer puis d'avancer. Donc, je pense que c'est pas complètement mauvais ce qui se passe. Il y a plein de propositions qui n'auraient pas passé si ça venait du Parti québécois. Puis qui, là, peut-être puis vont la débloquer. prochaine année est un beau contexte. Là. Ouais. C'est parce que le Canada, beaucoup de monde au Canada va avoir besoin d'obtenir des choses du Québec. Donc, d'ailleurs, il y a une place pour du donnant-donnant. Ce contexte-là d'élection fédérale me fait dire qu'on n'aura pas le vrai portrait de ce que Legault et la CAQ sont capables de faire au point de vue d'établir un rapport de force. Ça va être spécial. On va avoir l'impression que c'est un surhomme puis coudonc, sa promesse de ramener ce rapport de force-là était réelle, puis il était capable de le faire malgré ce que disaient les péquistes, malgré ce que disaient ses adversaires. Parce qu'il y a ce contexte d'élection-là. Après l'élection, j'ai hâte de voir s'il va réussir à le le vrai test, c'est avec le nouveau premier ministre. Le vrai test sera avec le prochain premier ministre, effectivement. Donc, ça va... J'ai dit nouveau? Excusez. Ah oui, c'est vrai, tu as dit nouveau. Fait que tu crois pas à la réélection de M. Trudeau? Ah, moi, je pense juste que c'est pas fait du tout, cette histoire-là. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Oui, on va en avoir des surprises. Donc, ça se pourrait-tu que le Québec, de même, avoir un premier ministre qui se tient debout, ça fasse peur? Oui, je pense que ça fait peur dans le sens que le Legault, il bénéficie d'une grosse cote de popularité en ce moment au Québec. Puis je pense que les gens vont être à l'écoute de ce qu'ils proposent. Puis tous les partis espèrent faire des gains. Puis c'est vrai que ça pourrait profiter à un peu tout le monde. Tu sais, le Bloc québécois pourrait profiter de cette espèce de nationalisme que Legault veut mettre de l'avant. Les conservateurs aussi pourraient en profiter avec justement la déclaration d'impôt unique qu'ils proposent. Puis il y a quand même si la CAQ n'est pas nécessairement foncièrement un parti conservateur, il y a quand même un fond conservateur dans ce parti-là. Tu sais, ça vient de l'ADQ. Puis c'est ce qui se rapproche le plus d'un parti conservateur. Il n'y a pas un fond conservateur au Québec, tout court? Ben oui, je pense que oui. Si on regarde historiquement, je trouve que la CAQ en ce moment, c'est un peu c'est le nouveau parti bleu. Ça pourrait même aller chercher ses racines peut-être dans l'Union nationale, puis tout ça. Puis on l'a vu récemment avec le cannabis à 21 ans, puis des éléments comme ça. Il y a de la graine conservatrice, puis ça pourrait être exploité par le Parti conservateur fédéral. Donc, tout ça pour dire que la force de Legault, ça fait en sorte que les partis doivent l'écouter au niveau fédéral. C'est intéressant ce volet-là parce que le mouvement indépendantiste a un rapport compliqué avec le conservatisme. Oui. Quand le Bloc a subi une première dégelée en 2007, ça fait partie des reproches qui ont été faits à l'époque à l'équipe de Gilles Duceppe d'avoir oublié le conservatisme des régions. Puis là, on est encore dans cette dynamique-là aujourd'hui. Puis dans les articles qu'on lit sur la redéfinition du PQ et tout, il y a encore cet enjeu-là de est-ce qu'il faut aller vers le centre, voire vers le centre droit plutôt que vers la gauche. Ouais. Puis il y a d'autres gens qui disent, ben non, au contraire, il faut que la démarche, ça soit ni gauche ni droite. On revient à ces mêmes enjeux-là. Mais je pense que Legault a très bien cerné que ce fonds conservateur-là était disponible pour un parti nationaliste. Oui, mais c'est pas facile en même temps parce qu'il faut que
le nationalisme associé à trop de conservatisme, disons, ça peut mener, puis ça a mené à beaucoup de dérives dans le monde. Puis je pense que jusqu'à présent, le Québec a toujours réussi à mettre de l'avant un nationalisme qui n'est pas justement exclusif, puis qui est plutôt un nationalisme de survivance, puis d'affirmation, puis qui tend la main vers l'autre. Donc, c'est pas facile de concilier ça. Puis je pense qu'on a un bon équilibre en ce moment. Puis c'est vrai que Legault, même si on pourrait dire qu'il y a un certain conservatisme, il reste que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis puis ailleurs. Puis c'est conservateur dans le sens de conservation de la langue puis de la culture. Mais encore une fois, est-ce que ça, c'est foncièrement conservateur comme on l'entend, disons, dans le monde? Puis on n'a pas un premier ministre particulièrement populiste, là. Ben non, exact. Qu'est-ce qui fait que Pallister n'est pas capable, serait incapable d'établir un rapport de force ou de faire sa propre liste telle que Legault ose le faire? Bien, je pense que le fait que la province est beaucoup plus petite en termes de population, de démographie, le fait que c'est peut-être pas nécessairement des circonscriptions qui changent justement à chaque élection, mais je pense que c'est surtout mathématique. Le Québec, c'est la deuxième province après l'Ontario avec le plus de sièges. C'est une province qui historiquement change beaucoup d'une élection à l'autre. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup plus loin que ça. Oui, puis les thèmes sur lesquels il veut travailler, les questions de pipeline et autres, ne sont pas des sujets qui sont faciles aujourd'hui à débattre pour aucun premier ministre qui a signé des accords aussi sur l'environnement. Donc, il est sur des thèmes sur lesquels il est difficile de ramener mais il est quand même les chefs de son côté. Et, par contre, dans toute cette histoire-là d'exploitation pétrolière, Pallister a quelque chose pour unifier sa province. Oui, mais difficilement pour aller rejoindre les chefs fédéraux. Est-ce que le fait que le Québec est une nation pourrait simplifier les choses ou avoir jouer dans cette réalité-là, dans cette capacité-là que Legault a de pouvoir amener un rapport de force? Est-ce que le fait que le Québec soit une nation pourrait simplifier les choses au Canada? C'est ça ta question? Est-ce que j'ai bien compris la question? C'est très drôle. J'adore la réponse, mais quand vient le temps d'aller chercher un rapport de force, c'est là, moi, surtout, je vais compléter comme ça. Bien, sûrement. Même si c'est pas reconnu par tous. Ben oui, c'est sûr que ça aide quand tu prétends justement avoir un statut distinct. Ça justifie d'avoir des politiques distinctes, des investissements supplémentaires, puis d'avoir une approche qui est différente puis qui n'est pas la même. Parce que dans le fond, ce que Pallister il reproche là, au Québec, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on traiterait les Québécois différemment encore une fois? T'sais, pourquoi est-ce que les Québécois ne pensent pas en fonction de l'intérêt de l'unité canadienne? Pourquoi ils pensent juste à eux autres? Tandis que pour nous, on ne se la pose même pas, cette question-là. T'sais, on exige de nos premiers ministres qui défendent nos intérêts, qui pensent au Québec d'abord, mais c'est pas ça nécessairement la logique dans les autres provinces canadiennes. Non, on va penser aux intérêts du Canada d'abord. Puis surtout dans une province comme l'Ontario, par exemple, bien, penser aux intérêts de l'Ontario, c'est comme penser aux intérêts du Canada. C'est la même affaire. Ouais. Moi, j'aime bien le résumé qu'Yves Boisvert fait dans l'article auquel tu faisais référence tout à l'heure, dans le sens où ce qu'il dit, puis je pense que, il me semble que c'est dans cet article-là qu'il cite aussi Yves-François Blanchette, qui dit ben nous autres, on fait des demandes qui vont dans l'intérêt du Québec, lui en face qui va dans l'intérêt du Manitoba. Puis il y a des mécanismes, puis c'est au fédéral de trancher dans le cas où c'est divergent. Si le fédéral ne tranche jamais, ben c'est à chacun de faire ses demandes. Donc pour le moment, les questions de pipeline et tout, ben le seul constat, c'est que le fédéral n'a jamais eu envie d'imposer une solution qu'il aurait techniquement les pouvoirs d'imposer. Il faut rappeler au premier ministre Pallister aussi que le Canada, ce n'est pas un État unitaire, c'est une fédération. Ça veut dire qu'il y a des intérêts qui sont différents, puis qu'il y a des gouvernements fédérés un peu partout, puis qui sont justement légitimés d'avoir des demandes, puis que des fois, c'est ça, il y a des différends. Donc, c'est comme si la vision qu'ils mettaient de l'avant du pays, c'est vraiment celle c'est comme s'ils faisaient abstraction du fait qu'on était une fédération. Donc ça, je trouve que c'est quand même surprenant, puis il faut souvent le rappeler à nos collègues canadiens-anglais qu'on n'est pas, c'est ça, on n'est pas un pays avec un seul parlement. Donc, le premier ministre François Legault, encore lui, est en visite en France depuis dimanche. Je le disais tantôt, il multiplie les visites depuis un certain temps. Il a partagé son souhait d'attirer davantage d'immigrants français au Québec. Legault veut aussi doubler les échanges commerciaux avec la France pour moins dépendre des États-Unis. Présentement, les échanges entre les deux pays se chiffrent à 5 milliards. Lundi, le premier ministre a rencontré le président Macron. Les deux hommes se sont entendus pour dynamiser les échanges. C'est précis comme... Très précis. C'est précis comme engagement. Je pense que c'est correct. C'est bon, c'est réglé.
Mais justement, il semblerait qu'il n'y a rien de concret encore qui est ressorti. Ils disent mandater leur ministre pour travailler de façon très concrète sur des rencontres. Ça, c'était une citation. Léo, as-tu suivi la tournée du premier ministre Legault en France? Toi qui est un gars international, trouves-tu qu'ils ont les bonnes priorités? Puis je te demanderais, connais-tu la chanteuse Zaza? Non, je connais pas Zaza, puis je connaissais pas Zaz non plus, je dois avouer. C'est qui? C'est sa petite sœur? Exact. Okay. Mais non, je la connaissais pas du tout. Puis je pense qu'il y a pas mal une couple de personnes qui la connaissaient peut-être pas au Québec non plus, dont Legault, visiblement. Ben moi, je l'ai découvert là. Oui. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais Legault a demandé à Macron, parce que c'était le 71e anniversaire du drapeau du Québec, le jour où il l'a rencontré. Et Legault a demandé à Macron, comment est-ce qu'on dit ça en France, 71? Incroyable. Et Macron, amusé. 71? Ben, c'est ça, je pense que c'est ça qu'il se demandait, tu sais. Puis Macron de lui répondre amusé, 71. Attends, excuse-moi, moi ça je l'ai échappé, je l'ai pas vu. C'était magique. C'était publiquement, c'est arrivé ça? Oui, ça a été rapporté par les journalistes qui étaient là présents. Puis il disait justement qu'en fait Legault avait l'air un peu nerveux. Mais ça m'a surpris parce que Legault, c'est quand même quelqu'un qui a créé une compagnie d'avions dont la mission principale est de relier le Québec à l'Europe. Je me dis que c'est un gars qui a dû passer pas mal de temps là-bas. Mais bref, passons outre cette petite bourde. Pour répondre à ta question, je trouve que oui, les priorités sont les bonnes, dans le sens que dynamiser les échanges économiques, augmenter les échanges et augmenter l'immigration, parce que c'est bien beau la relation privilégiée qu'il y a entre la France et le Québec. À un moment donné, il faut que ça s'appuie sur des échanges économiques forts. Puis j'ai aimé l'image qu'ils ont utilisée, qui a été reprise dans à peu près tous les articles de journaux, que les échanges avec la France, c'est l'équivalent de 3 jours d'échanges économiques avec les États-Unis. Je trouve que c'est quand même une belle ligne de com, si on veut, qui illustrait que, faudrait qu'il y en ait un peu plus. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de feux jaunes qui s'allument justement dans la relation... des feux jaunes, pardon, qui s'allument dans la... les gilets jaunes. Dans la relation France-Québec, parce que Macron, il n'a pas accordé de point de presse. On sait que c'est pas quelqu'un qui est nécessairement super sympathique à la cause du Québec ou au nationalisme en général. C'est juste à titre de comparaison... quand c'était Manuel Valls, il avait parlé d'une relation magique avec le Québec. Puis, bref, dans les dernières années, quand même, on sent que ça se dégrade un peu. Puis que c'est le seul pays où on est vraiment traité comme un pays, finalement, où on a une relation directe. Puis il me semble que Legault devrait faire attention, puis entretenir cette relation-là, puis pas la prendre pour acquis, parce que c'est vraiment une chance qu'on a. Voilà. Puis... faut dire que le président Macron devait avoir d'autres chats à fouetter. On peut penser que ses rencontres avec Legault ont été pas priorité. calées dans l'agenda entre... exactement ça, je pense. Entre deux crises. Entre deux crises. Je regardais les photos. Entre deux gilets jaunes. Je regardais les photos, puis je me disais, je regardais Macron, puis je me disais, c'est certain qu'en ce moment, il est en train de penser à ses problèmes. Il n'est pas en train de penser au drapeau du Québec. Qu'est-ce que je fais? Clément, moi, en fait, les réflexions de cette semaine, c'est que j'ai vu, puis j'ai apprécié d'ailleurs le travail qui a été fait par l'équipe de François Legault en termes de communication. On a eu beaucoup d'informations sur les rencontres qu'il a fait, souvent accompagnées de photos sur lesquelles on voit toujours un drapeau du Québec entre le premier ministre et ses interlocuteurs, pas de drapeau du Canada. Le travail protocolaire est fait impeccablement. On s'en étonne même parce qu'on en avait perdu un peu le sens dans les dernières années. Mais ce que toutes ces photos-là m'ont un petit peu amené comme réflexion, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres avec des grands patrons de très grandes entreprises qui sont présentes au Québec. Mais très peu d'écho à ce qui, de mon point de vue, est le vrai tissu de la relation entre la France et le Québec, qui est beaucoup plus la culture. Bâti, non, de petites et moyennes entreprises. Okay. Puis je trouve qu'on oublie que la relation entre la France et le Québec est aussi faite de petits échanges, de petites entreprises qui créent des liens, qui s'échangent du personnel, qui s'en vont passer quelques années à un endroit et à l'autre. Puis il me semble que l'avenir de la relation entre la France et le Québec est aussi, et peut-être surtout là, plutôt que des grands échanges avec des multinationales qui sont plus susceptibles de jeux politiques avec le fédéral et ainsi de suite. Moi, j'aurais aimé ça qu'on parle beaucoup plus de lever des obstacles sur l'immigration, de favoriser la venue de jeunes Français qui veulent venir étudier, travailler. Le plateau ici, est plein, hein? Oui, c'est déjà plein, la cour est pleine. Oui, mais en France ou sur le plateau ou ailleurs, puis qui vont venir ici fonder des familles, apprendre, qui vont rester, qui vont échanger. Et les obstacles sont très nombreux. On connaît tous des Français qui veulent venir s'installer, qui n'y arrivent pas. Oui. Je trouve que ça aurait dû prendre plus de place dans les échanges, puis on devrait y revenir
on y gagnerait tous. En même temps, j'ai aimé qu'il mentionne justement l'immigration comme un autre des deux piliers parce que, comme tu disais, c'est ça, on en connaît tous, c'est des jeunes qui viennent avec des permis vacances-travail ou autres, et ces permis-là, ils partent, là, c'est une question de quelques minutes, donc on pourra en accueillir davantage. Puis dans un contexte justement où on veut une immigration qui est francophone, mais là, on a un des plus gros bassins qui est là. Le volet que je trouve un peu qui est paradoxal là, dans ce contexte de cette immigration-là, c'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui, en réalité, ne viennent pas ici pour immigrer. C'est des gens qui sont en vacances à long terme. Donc, ils viennent ici, ils sont dans le système d'éducation, ils habitent ici quelques années, mais ils finissent inexorablement par retourner chez eux pour retrouver la famille. Pour moi, c'est une vieille façon de voir les échanges puis l'immigration. Ça me rappelle, il y a 20 ans, à Québec, il y avait une espèce de phobie qui s'était développée de l'exode des cerveaux. Puis là, on disait, c'est inadmissible, un jeune qui finit son université, qui s'en va travailler à l'étranger, il nous abandonne, c'est une trahison. Ben non, si on va passer 3 ans, 4 ans, puis qu'on revient même après 10 ans, on rapporte un bout du monde chez nous, un réseau de contacts. C'est ce que les jeunes Français font actuellement. Oui, mais très bien, mais on y gagne tous. Puis qu'ils viennent immigrer pour toujours ou pour passer 5 ans puis retourner. La relation France-Québec, ils gagnent pour toujours. De mon côté, j'ai l'impression que... en fait, je pense que c'est très important qu'on diversifie les sources d'échange extérieures parce que ça va nous permettre justement d'être le plus indépendant possible par rapport à des pressions ou, par exemple, si du jour au lendemain, puis tantôt le ratio était assez incroyable par rapport à ça, tu disais quoi? C'est l'équivalent de 3 jours d'échange avec les États-Unis. 3 jours d'échange. Il faut absolument rétablir les ratios parce que si on perd notre partenaire... Ça reste une semaine au moins. Les défis. Ça, c'est concret. La théorie des petits dynamiser, c'est ça quick win, des quick wins. Mais il reste une chose, mais c'est de même qu'on a pris une certaine autonomie du Canada. Tout à fait. C'est en développant nos échanges avec les États-Unis. Maintenant, si notre partenaire américain, lui, fait des siennes... il faudrait aussi être en mesure de se tourner vers autre chose. Si tu vas essayer de convaincre les Français de travailler sur un quick win, je te suggère de travailler ton articulation. Ça pourrait être compliqué. Mais c'est à cause de ce que tu m'as fait à boire. Ça, c'est peut-être un titre. Le quick win, ça pourrait être le titre aujourd'hui. Attends, on se donne du temps pour le quick win. Mais tu sais, si je tu faisais pas boire de la patriote aussi, peut-être que ma capacité à articuler serait meilleure actuellement. Moi, quelque chose qui m'a surpris aussi dans ce voyage-là, puis je pense que c'est vrai de la couverture médiatique de Legault jusqu'à présent, c'est toujours assez positif. Tu sais, je me rappelle, encore une fois, mon passage au Parlement, puis dans l'émission que Mme Marois faisait à l'époque, à chaque fois, on trouvait toujours des couacs, puis des ci, puis des ça. Puis je trouve que dans ça, comme dans d'autres choses, je trouve que Legault, quand même, jusqu'à présent, l'a quand même facile. Puis je pense qu'il fait quand même un bon travail, mais je trouve que des fois, on critique pas beaucoup. Puis là, encore une fois, on parle de résultats concrets. Enfin, finalement, on dit pas grand-chose. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir juger aussi aux résultats, puis exiger des rendements. T'sais. Non, mais attends un petit peu, il y en a des résultats. Je les ai donnés des rencontres concrètes. On va. Les deux hommes se sont entendus pour dynamiser les échanges. Ben c'est ça, ça veut rien dire. Mais dynamisons. Mais il faut se rappeler qu'on a la session parlementaire et même pas vraiment commencé. Il y a eu 2 fois 3 jours pour des technicalités. Vrai. Le vrai travail n'est même pas commencé. Oui. Étonnamment, Legault n'a pas parlé de ses inquiétudes contre les exactions sur les exactions qui sont menées en France par la police contre le peuple français. Ça, il n'en a pas trop parlé à Macron. Là, c'était peut-être pas le temps, Non, mais sans blague, j'ai remarqué qu'il y avait un rond-point ici, là, en plein milieu de Sainte-Foy. C'est comme nowhere. Tu vas pouvoir aller manifester. Avec des gilets jaunes? Ben, je pense que Clément va pouvoir aller s'installer avec son dossard. Oui, on enregistre ce soir. On peut pas être plus proche d'un rond-point qu'on l'est ce soir pour enregistrer. Pourquoi ils ont fait un rond-point en plein milieu de cette fois comme ça, quartier résidentiel, nowhere? Tu faisais référence à André Arthur, il habite à 2 pas du rond-point. Ah oui, hein? Oui, coïncidence. Ou pas. Ça va me faire de quoi pour méditer. Sur un autre plan, cette semaine, on apprenait que la promesse de la CAQ à la dernière élection était... on ne l'a pas appris, mais on le sait très bien, que c'était l'instauration de la maternelle 4 ans. Mais cette semaine, le gouvernement Legault a annoncé qu'il n'y aura pas de maternelle 4 ans près des garderies et des CPE. Quand on dit près, on parle en termes de distance.
Probablement. Right? L'objectif, selon le gouvernement Legault, est d'offrir la prématernelle 4 ans à tous les enfants du Québec. Ces précisions n'ont pas été partagées pendant l'élection. En fait, ça n'a pas été quelque chose qu'ils nous ont dit tel quel. S'ils avaient pu nous expliquer pendant les élections que c'était une question de distance, pensez-vous que ça aurait pu faire une différence? Clément, est-ce que le gouvernement aurait dû en faire la précision? Mais, tu sais, moi là-dessus, là, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'étonne que des promesses doivent faire l'objet d'ajustements une fois que tu arrives au pouvoir? Je ne dis pas dans un monde idéal. Là. Dans un monde idéal, évidemment, les promesses devraient être détaillées, précises. Mais dans la réalité, je pense qu'il n'y a personne qui s'étonne qu'à la fin d'une campagne, les promesses qui ont été faites doivent faire l'objet d'ajustements parce qu'il y avait des informations qui n'étaient pas disponibles, parce qu'il y a des choses que tu réalises quand tu arrives au pouvoir. Puis je pense pas que ça va scandaliser personne. Après ça, la question de comment on va déployer tout ça, mettre en place, est-ce que ça va être une façon de revenir sur un engagement? Ça, c'est totalement autre chose. Mais pour moi, qu'il y ait des ajustements nécessaires pour mettre en place, il n'y a pas de nouvelles ni de surprise là. Ces ajustements-là, on les fait comment? Avec un galon à mesurer? Ah ben non, mais là, c'est pas moi qui va devoir faire la mise en œuvre. Là, tu me demandes, est-ce que ça aurait dû être précisé en campagne? Moi, je me fais pas d'illusions là-dessus. Puis je pense que les gens sont pas dupes et savent qu'une élection, c'est un contexte particulier. Puis tant qu'on renie pas ces promesses, il faut les faire atterrir, puis il n'y a personne qui va s'offusquer. Tu penses qu'il n'y a personne qui va en vouloir au gouvernement Legault dans ce contexte-là? Ça va être le jeu des oppositions de leur rappeler qu'ils ne l'avaient pas dit, mais je pense que dans la population, les gens vont très bien comprendre. Surtout que là, je pense que ce que ça démontre, c'est que Legault cherche un peu une porte de sortie pour... parce qu'il voit bien que le réseau des CPE, ça marche, puis il y en a beaucoup. Puis le réseau des CPE avait très peur, je pense, de cette promesse-là des maternelles 4 ans, parce que l'idée, c'est pas de prendre les enfants qui sont dans les CPE puis de les envoyer dans des maternelles 4 ans. Donc, je pense qu'avec cet amendement-là à leur engagement électoral, c'est comme une façon un peu de ménager la chèvre et le chou, puis de dire, bon, on ne compétitionnera pas les CPE puis les garderies, là, on va en établir d'abord où il n'y en a pas. Donc, c'est vrai que c'est un bris dans un sens de leur engagement électoral, mais c'est que je pense que même dans leur équipe, j'ai l'impression aux gens qui travaillent à la famille en ce moment, ils étaient comme mal à l'aise un peu avec cet engagement-là, parce qu'ils voient bien que le réseau, il marche bien. Puis au Québec, les CPE, c'est un de nos fleurons, si on veut, en termes de politique sociale. Mais on voit quand même un gouvernement qui veut vraiment faire plaisir, puis qui sur plusieurs enjeux comme ça, ils veulent vraiment faire attention puis pas faire de vagues. Puis de façon très pragmatique, le gouvernement Legault a peut-être réalisé, en fait, l'équipe Legault a peut-être réalisé un peu sur le tard que le réseau des CPE, ça se gère pas comme une structure 100% étatique. Chaque CPE, c'est un conseil d'administration, il y a des parents impliqués, donc tu peux pas du jour au lendemain bouger tout ça puis renier l'engagement de tous ces gens-là. Il faut que tu fasses avec ces gens-là. Il le savait en élection. Là, il a découvert une force. Oui, mais en élection, dans tout ce qui se passe en même temps, tu tournes les coins ronds. C'est pour ça que moi, je pense que faut pas essayer. Je ne veux pas prendre sa défense, mais moi, je ne m'étonne pas de ça. Je sais, puis je suis pas en train... Je dis pas que tu prends sa défense, mais il reste une chose où ce que je veux t'amener, c'est que c'est pas après ça, en jouant sur des critères de distance entre les éléments, tout ça, que je pense qu'il s'en sort d'une façon honorable. Puis je parle auprès même de l'électeur. Les gens ont des bullshitomètres quand même assez développés, là, tu sais. Mais les ajustements sont pas terminés. On n'est pas rendu au dépôt d'un projet de loi. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Comment le même gouvernement... Mets ça à l'horaire dans 3-4 engagés publics, je pense que ça va avoir atterri. OK, je pose une question. Comment le même gouvernement peut aujourd'hui faire une opération parfaite? OK, je vais vous parler du registre des armes à feu ou les nouvelles annonces, où ce que là, on est en ajustement. Tout à fait. Une opération parfaite en tout point aujourd'hui avec, je dirais, qui réunissait les intervenants de chacun des points de vue, une annonce unifiée, tout le monde est d'accord, c'est merveilleux. Le gouvernement en sort comme étant un bon leader. Comment ce même gouvernement-là qui a fait ça aujourd'hui peut penser à arranger les choses en sortant également mesuré? Je pense que la différence, c'est que là, tu as un gouvernement qui a une certaine expertise, qui a été chercher justement des gens de talent d'un peu partout, de plusieurs partis, dont beaucoup du Parti québécois, il faut le mentionner, versus pendant la... J'aurai une question pour toi, Léo. Versus pendant la campagne électorale, je pense qu'il y avait beaucoup d'improvisation, puis il fallait qu'ils dealent aussi avec un programme électoral qui allait un peu dans tous les sens. Mais là, je pense qu'ils sont pris avec des avec leur improvisation. Mais j'ai l'impression, puis sur les maternelles 4 ans, puis ça, j'étais quand même surpris, on se rappellera dans l'élection, quand
Patrice Roy avait demandé à François Legault, y a-t-il un élément sur lequel vous seriez prêt à démissionner? C'est ça qu'il a mentionné, tu sais. Puis, je suis pas sûr que tout le monde était nécessairement d'accord avec de faire de cet enjeu-là des maternelles 4 ans un enjeu aussi important. Donc là, tout le monde est comme pogné un peu pour se sauver la face. La grosse différence dans ces deux situations-là, c'est aussi que dans un cas, il répare magnanime l'erreur du gouvernement précédent. Dans l'autre cas, il est à modérer son propre engagement. C'est la grosse nuance. Le contexte est assez différent. OK, Léo, tu nous parlais de recherche de talent chez les péquistes. Oui. Est-ce que la CAQ a fait une approche auprès de Léo Bureau-Blouin? Non, pas du tout, pas du tout. J'aurais refusé de toute façon parce que je m'intéresse beaucoup à la politique, mais là, je ne veux pas me relancer là-dedans. Puis, de toute façon, je dois avouer que, comme beaucoup de gens, je suis quand même agréablement surpris par ce que fait la CAQ jusqu'à présent. Je trouve que c'est un gouvernement qui s'en tire bien, puis qui, justement, qui est à l'écoute, qui semble être vraiment au diapason de la population. Mais il y a plusieurs éléments quand même dans ce parti-là qui, moi, personnellement, me chicotent. Il y a le fonds conservateur dont on parlait. Puis aussi le fait que je trouve que c'est un peu une coalition hétéroclite, on va se le dire, que j'ai l'impression que je vois pas trop où ce que ça s'en va. La CAQ d'aujourd'hui, ça va-tu être la CAQ de demain? C'est assurément pas celle d'hier, c'est assurément pas l'ADQ. Donc je trouve que pour le moment, c'est comme juste une addition un peu de monde qui voulait se ramasser au gouvernement. Les gens de bonne volonté. Ben, exact. Puis je trouve que ça se passe bien encore une fois jusqu'à présent, mais j'ai de la misère à voir si c'est vraiment un mouvement qui va se prolonger dans le temps. C'est quoi l'idéologie qu'il y a derrière ça? C'est pas trop clair pour le moment. Cette capacité-là de coalition, est-ce que c'est pas justement une capacité que le PQ a perdue? Ben oui, assurément. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, je pense, sur la marque de commerce. Malheureusement, il y a des partis, parfois, ont peut-être accumulé trop de prises. Puis je pense que le Parti québécois est retiré en quelque sorte parce qu'il y en a trop accumulé. Parce que c'est vrai que je reviens sur le sujet de la laïcité ou là sur d'autres. Si le PQ avait fait la même affaire, je pense qu'il y aurait eu un traitement beaucoup plus dur, tandis que là, les gens sont prêts à pardonner beaucoup de choses à la CAQ puis à François Legault. Puis des fois, je me dis, allons-y. Peut-être qu'eux vont être capables de faire passer plein d'affaires puis d'amener les Québécois vers un projet nationaliste que le PQ était plus capable de porter. Je parlais avec un ancien staff, c'est le terme, je pense qu'on peut le dire, du PQ cette semaine, qui me disait que selon lui, la marque Parti québécois est brûlée, finie, morte, vide. Moi, je suis quand même d'accord, dans le sens que Est-ce qu'elle est ressuscitable? Excuse-moi, je vais compléter ma question. Moi, je pense pas parce que j'ai l'impression que il est trop tard. Puis à un moment donné, je pense pas que les éléments qui forment le Parti québécois sont morts, brûlés, finis, tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut accepter des fois que ton véhicule, il marche pas, le moteur, il est mort, ça coûterait trop cher de le réparer, puis t'es peut-être mieux d'en prendre un autre. Puis je pense que le plus gros défi du Parti québécois, c'est que la CAQ est devenue le nouveau parti bleu, si on veut, le parti nationaliste, tout ça. Puis le PQ est coincé, un peu comme les socialistes en France dans la dernière présidentielle, coincé sur ta gauche par QS, mettons en France, c'était les socialistes, Mélenchon, pardon, avec... puis il y avait Macron de l'autre bord. Puis nous, on est coincé, le PQ est coincé entre la CAQ. Puis j'ai l'impression que beaucoup des éléments, on l'a vu, la moitié des chefs de cabinet de la CAQ viennent du PQ. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a une fuite des cerveaux, justement. Puis oui, mais c'est positif. C'est positif. Clément nous l'a expliqué tantôt. Fait que bref, tout ça pour dire que je trouve que ça augure pas très bien. Mais comme je reviens aux éléments. Je pense à des gens comme Véronique qui sont là, Jean-Martin, enfin, il y en a d'autres. Je pense que ces éléments-là sont pas brûlés et peuvent faire d'autres choses. Mais je me demande juste si leurs énergies doivent être investies à ressusciter le PQ ou peut-être juste faire d'autres choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'amène d'autres questions. Je vais y revenir parce que je pense qu'on tient un sujet intéressant. Clément Laberge, est-ce que la CAQ a fait des démarches auprès de Clément Laberge pour aller chercher du talent? Pas du tout. Non, OK. Non. Clément Laberge, est-ce que tu crois que la marque Parti québécois est ressuscitable? Moi, là-dessus, je peux pas répondre oui facilement à ça. Est-ce que c'est mort? J'en sais rien. J'aimerais croire qu'on peut le ressusciter, mais pour moi, c'est sûr qu'on n'est pas dans des ajustements à apporter. Non, c'est ça. C'est pas du fine-tuning. On n'est pas dans une réflexion où on se demande est-ce qu'il faut être un petit peu plus à gauche, un petit peu plus au centre. On n'est plus là-dedans. C'est sûr qu'il y a une dynamique de rupture. Est-ce que ça continue avec le nom Parti québécois ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a une rupture dans l'approche. Là, il faut qu'on redevienne pour vrai une coalition. Puis je suis pas sûr qu'on mesure aujourd'hui ce que ça signifie pour vrai être une coalition. Ça veut dire travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur tout. Puis ça, le Parti québécois a eu de la difficulté dans les dernières années sur cette question-là. Donc, est-ce que les prochains mois, les prochaines années vont nous permettre de réapprendre à faire travailler ensemble des gens qui ont des points de vue divergents sur des sujets?
Ça va être intéressant à suivre. Mais tu penses pas que mais la route est complexe. Que la CAQ est un peu devenue, pour reprendre ce que Denis disait, cette coalition-là, dans le sens que, bon, si tu es super à gauche, tu vas à QS. Si tu es justement plutôt du type, je veux travailler avec du monde qui pense de toutes sortes de façons, à la CAQ, ils ont des libéraux, des conservateurs, du monde du PQ. Fait que je me demande juste pourquoi quelqu'un, mettons, irait spécifiquement au Parti québécois. Moi, je pense que tant que la question de l'indépendance est en repos, la CAQ risque de jouer ce rôle-là. Si arrivait un contexte dans lequel des gens qui sont motivés profondément par l'idée de l'indépendance veulent travailler ensemble, là, on va revoir réapparaître ce qu'a été le PQ à certaines époques, qui est capable de rejoindre des gens de droite, des gens de gauche qui disent, pour atteindre nos objectifs, aussi divergents soient-ils, on a un point d'intérêt commun, c'est qu'il faut commencer par faire l'indépendance. Acceptons de travailler ensemble pour arriver là. Moi, si ces conditions-là se remettaient en place, ça ne sera pas la semaine prochaine, ça ne sera pas le mois prochain, puis ça ne sera probablement pas avant l'élection d'un prochain chef. Mais il faut peut-être se préparer à ce que le jour où ce contexte-là arrive, on soit un lieu de rencontre de ces gens-là. Mais le danger, moi, que je vois avec ça, puis j'ai l'impression que c'est un peu ce que veut faire quelqu'un comme Jean-Martin Hossan, par exemple, vraiment mettre l'indépendance au cœur du discours du Parti québécois, c'est que j'ai l'impression qu'on va comme se folkloriser, puis devenir un peu... le bloc provincial. Le bloc version Martine Ouellette, ou justement style option nationale, puis on a vu les résultats de tout ça. Ça peut pas être ça. Même si on revient très en arrière, comment est-ce que le PQ a fait des gains à l'époque en 76, puis c'est en misant sur le bon gouvernement, puis quand le PQ a un discours pur et dur, personnellement, j'ai l'impression que ça n'a jamais marché vraiment. M. Lisée parlait d'un crise de bon gouvernement. Hein? Oui. On a vu ce que ça a donné. Là. Je veux dire, mais c'est parce que c'était pas son tour. Mais moi, il y a une nuance. Là. Dans ce que je propose, c'est pas de dire toujours plus haut, plus fort à chaque occasion, indépendance, indépendance. C'est de dire, si le projet que vous imaginez pour le Québec nécessite l'indépendance, il faut qu'on travaille ensemble à développer le discours, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire d'en faire une obsession dans les communications publiques. Mais ça, entre l'idée de dire « je suis convaincu » et « j'en parle tout le temps », il y a un monde sur lequel il va falloir qu'on apprenne aussi à faire la part des choses. Je peux être profondément indépendantiste puis pas en faire mon sujet de conversation de tous les jours. Oui. J'ai l'impression qu'il faut être au diapason des gens. Puis là, je reviens encore avec ça. Mais ce qu'on voit quand même dans le gouvernement actuel, c'est que c'est un gouvernement qui est quand même au diapason, encore une fois, puis qui, j'ai l'impression, peut peut-être nous permettre de faire plus de gains, même que ce que le Parti québécois avait pu faire, par exemple, en 2012, parce que justement, il y avait tellement de méfiance des fois, puis de critiques, tandis que là, j'ai l'impression que les gens écoutent avec un peu plus d'ouverture, puis disent, si eux, ils nous disent que sur la langue française, c'est problématique, que sur l'immigration, il faut faire attention, qu'il faut aller chercher des pouvoirs à Ottawa, ça a bien du bon sens, tandis que il y a tellement de gens, on dirait, qui entendaient, puis qui entendent le Parti québécois, puis ils se ferment les oreilles. La preuve, c'est qu'à la dernière élection, bon, ça n'a pas très bien été le débat à TVA, mais à part ça, le PQ a fait une très bonne campagne, puis ça ne levait pas beaucoup parce que les gens n'écoutaient pas. Les gens fermaient la TV, se fermaient les oreilles, je ne sais pas trop, mais le message se bloquait à un mur. Non, mais la marque est atteinte. Là, ça, mais tu l'as est-ce dit, qu'elle est morte? Est-ce qu'elle n'est pas réconciliée? Tu l'as dit, Léo, le problème dans lequel le PQ s'est retrouvé est un problème que bien des partis ailleurs en Occident rencontrent aussi. On n'est pas dans une situation particulière. Il y a une redéfinition qui est liée à un paquet de facteurs, la transformation des médias, la place que les médias sociaux donnent, la perception qu'on a de ce qui se passe à l'étranger. L'équation est complexe. Je reviens avec mon exemple avec la France, où Macron, en peu de temps, a réussi à changer complètement la politique française. Puis je me dis, des fois, il faut peut-être accepter que les partis ils changent de nom, ils se redynamisent, ils changent. Les gens ne sont pas nécessairement loyaux pour toujours à un parti. Puis, regarde, c'est peut-être bien correct dans le fond. Mais moi, ça me ramène à la question que tu avais tout à l'heure de quelle idéologie est derrière la CAQ. Oui, ça, on le sait c'est pas trop. Peut-être, oui, mais en même temps, c'est peut-être un angle d'analyse que des fans de politique comme nous autres se posent. Dans le quotidien, je ne suis pas sûr que c'est sous cet angle-là que les gens vont le prendre, puis ils vont juger l'arbre à ses fruits. Puis s'il y a une série de mesures qui donnent des résultats perceptibles, même s'ils ne sont pas guidés par une idéologie claire, les gens vont récompenser la réalisation. J'ai une question. Est-ce que, on sait qu'il y a un talent, il y a même un capital de sympathie qui est évident auprès de Véronique Yvon, donc une politicienne talentueuse qui réussit à unir les gens, tout ça. Est-ce que Véronique Yvon n'est pas en danger de, entre guillemets, gaspiller tout ce capital-là en restant collé à la marque du PQ? Je ne sais pas c'est quoi la stratégie exactement de Véronique, mais peut-être qu'elle peut
si elle se présente, par exemple, à la chefferie du Parti québécois, justement, participer à créer quelque chose de nouveau, parce qu'il reste quand même beaucoup de gens autour du parti, puis que ça lui donne un porte-voix, puis peut-être qu'elle pourrait, justement, soit créer un nouveau véhicule ou changer le nom du parti, ou utiliser ça comme un tremplin pour autre chose. Mais je pense pas que Véronique, si elle prend la tête du Parti québécois, par exemple, va se contenter de laisser le parti comme il est là. Mais sinon, je suis assez d'accord je pense qu'elle est consciente du potentiel qu'elle a, puis il y a un danger. Puis moi, je me dis, peut-être que la politique québécoise va devenir un peu comme la politique municipale, où il y a des partis qui sont créés autour de personnes, dans le fond, puis qui s'entourent d'un entourage. Puis il n'y a pas toujours des idéologies super claires autour des partis politiques municipaux. C'est un peu la CAQ, d'ailleurs. Exact, c'est ça. Puis je me dis, mais regarde, peut-être qu'il pourrait quelque chose qui pourrait émerger autour de quelqu'un comme Véronique Yvon, par exemple. Puis je pense que Legault a démontré justement qu'en relativement peu de temps, on peut redéfinir l'échiquier politique au Québec maintenant. Mais moi, là-dessus, Véronique, tout le monde lui reconnaît un talent de faire travailler des gens qui ont des points de vue divergents ensemble. Ses réalisations, c'est autour de ce talent-là qu'on lui reconnaît. Moi, ce que j'espère, c'est que dans les prochains mois, c'est ce talent-là qu'elle va mettre aussi à profit dans la réinvention du Parti québécois, puis qu'elle va réussir à coaliser autour d'elle, pas que des gens qui ont le même point de vue qu'elle sur des sujets, mais justement d'aller chercher des gens qui ont des points de vue divergents, qu'elle pourrait accepter qu'ils expriment des points de vue divergents, et là, en réussissant à créer un contexte dans lequel les gens vont dire, sur cette question-là, je ne partage pas l'avis de Mme Yvon, mais je suis capable de travailler avec elle pour faire avancer la cause, puis ainsi de suite. Ça serait une belle occasion de construire ce dont tu parles. Puis on lui reconnaît ce talent-là, justement. Oui, mais là, pour moi, le défi qu'elle a, c'est de réunir autour d'elle des gens de points de vue variés, et non pas seulement des gens qui spontanément sont d'accord avec elle. Les gens qui ont un point de vue varié, puis c'est ce que Léo disait tantôt, sont peut-être plus intéressés justement là, à venir contribuer là, parce que se sont frappés le nez à une certaine fermeture. Donc, les gens qui ont envie justement de cette variété-là, puis d'expliquer, puis de parler, puis d'échanger, ben, ils ont peut-être déjà migré ailleurs. C'est sûr, mais tu sais, regarde, là, il y a une lune de miel avec la CAQ, mais dans 1 an, 2 ans, ils vont en accumuler là, des problèmes, des passifs, ils vont en avoir. Exact. Puis à un moment donné, ça va prendre une alternative. Puis là, bon, il y a les libéraux, mais je pense qu'il reste que beaucoup de gens qui excluent ça, mettons, de leur option. Après, Québec solidaire, quand même, semble avoir de la difficulté à se recentrer puis à additionner. Enfin, ils vont peut-être surprendre, mais j'ai l'impression qu'ils plafonnent un peu ou qu'ils vont plafonner dans les prochaines années. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même une certaine alternative pour quelque chose qui ressemble justement un peu à la CAQ, mais qui est plus à gauche, qui est plus progressiste, puis qui n'a pas ce fond conservateur dont on parlait. Mais est-ce que quelqu'un comme Véronique pourrait jouer ce rôle-là? Est-ce que le nouveau mode de scrutin ne pourrait pas justement en même temps favoriser ça? C'est sûr, parce que là, tu n'auras plus besoin de finir premier dans une circonscription avec, même le PQ actuel, mettons, avec 20% des voix, aurait une force bien plus grosse. Qui m'amène à faire un lien vers notre prochain sujet, le fameux le rapprochement, un rapprochement que je dirais qu'on voit tous les 4 ans entre le PQ et le Bloc. Donc, on a droit à encore une fois, une nouvelle, je ne sais pas comment l'appeler, on accepte à nouveau de collaborer le temps d'une élection, semblerait. Je ne sais pas si ça va être comme la dernière fois. Quoi qu'il en soit, une des raisons pour lesquelles ce rapprochement-là est peut-être possible, selon Blanchette, c'est qu'il s'entend mieux. Il y a une vieille amitié avec Bérubé, chose qu'il n'a pas avec Manon. Je trouve la raison un peu étrange. J'espère que ça peut aller au-delà de ça. Mais est-ce que vous croyez, puis Léo, je te pose la question, je commence avec toi, est-ce que tu penses que Blanchette se positionne bien en choisissant son ami PQ, son ami Bérubé? Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je pense que Blanchette fait ça aussi parce que là, les élections s'en viennent bientôt. C'est le 21 octobre, c'est bien ça, prochain. Puis il y a besoin de monde, lui, là. Concrètement, une élection. Non, puis ils ont besoin de la machine du PQ, puis ils ont besoin tout ce qu'ils avaient de besoin la dernière fois, mais que le lendemain, ça faisait plus. Mais je te laisse poursuivre. Fait que j'ai l'impression que c'est surtout ça que Yves-François a besoin en ce moment, puis que le PQ peut offrir. Maintenant, d'un point de vue plus macro, mettons, je suis pas sûr que c'est une si bonne décision, dans le sens que le Parti québécois est peut-être pas, encore une fois, la marque pour faire le lien avec notre discussion précédente, avec laquelle tu veux t'associer le plus. Ça, je pense qu'Yves-François le fait quand même bien aussi, parce qu'il se rapproche aussi de la CAQ, puis dit, regarde, moi, je suis là pour présenter les consensus de l'Assemblée nationale, puis ce que Legault dit, puis sa vision du nationalisme, je partage ça. Fait que j'ai l'impression que c'est plus là qu'il devrait aller, puis il doit faire quand même attention de, bénéficier de l'expertise puis de la machine du PQ, sauf que si c'est vu comme un Parti québécois fédéral, mais malheureusement, il reste pas plus tant de gens que ça qui votent Parti québécois. T'sais. Clément?
Ben moi, je suis un perplexe du Bloc québécois. C'est assurément une stratégie qu'il fallait tenter. On l'a tenté, ça a marché un temps, ça a arrêté de fonctionner un temps. Depuis quelques temps, j'étais plutôt dans l'idée qu'on avait fait ce qu'on pouvait avec cette stratégie-là. Là, le contexte qu'on a décrit en début d'émission, les mécaniques qu'on a décrits me font dire qu'il va peut-être avoir un contexte favorable pour le Bloc à la prochaine élection. Fait que je n'exclus pas d'y croire un tour de plus puis de voter pour le Bloc. Mais je pense que les enjeux qu'on vient de décrire pour le PQ, de devoir se réinventer, trouver une nouvelle approche, réussir à coaliser, à pas demander à tout le monde qui milite de croire la même chose, c'est des problèmes que le Bloc rencontre aussi. Donc là, défi pour Yves-François là-dessus. Mais il y a des belles opportunités pour le Bloc actuellement. Il y a des belles opportunités, fantastiques. Ne serait-ce que les conflits. Il ne peut pas avoir de meilleur contexte qu'il a là. Maintenant, effectivement, il va falloir qu'il réussisse à travailler avec tous les partis à l'Assemblée nationale et non pas qu'avec le PQ. Est-ce que tu crois que Legault est prêt à collaborer avec le Bloc? Moi, je pense que sur cette question-là, Legault va être extrêmement pragmatique. Il va vouloir travailler avec tout le monde. Il va recevoir tous les chefs. Il va calculer. Ça va être un calcul au départ. Je parle, là, on le sait pas tant. Donc, ça va moi, je pense qu'il ne fera pas de pari là-dessus. Non. Moi, je pense qu'il va se montrer ouvert à tout le monde puis qu'il va recevoir tout le monde. Pour être en bonne position. N'en déplaise au premier ministre de l'Ouest, il va faire des listes de magasinage. Mais pourquoi pensez-vous que Yves-François, justement, a fait ce saut-là? J'imagine que lui, il y a un certain espoir que ça peut rebondir ou tout ça. Parce que, un peu comme Clément, tu disais, je suis un peu sceptique aussi, dans le sens que j'ai l'impression que peut-être que Yves-François va me donner tort, mais dans les dernières années, surtout avec Martine, bien sûr, j'ai l'impression que le Bloc a plutôt nui. Puis ça a justement donné une image un peu folklorique, justement, du mouvement souverainiste. Mais je trouve pas que ça aide la cause parce que ça envoie l'image que c'est une gang de monde qui savent pas trop ce qu'ils font, puis c'est amateur. Puis tant qu'à être juste 10 députés, je me dis c'est quasiment aussi bien d'avoir un vide, puis il y a quelque chose d'autre qui va se créer. Puis, bref, en tout cas, j'ai bien hâte de voir, mais je pense que ce qui pourrait permettre à Yves-François, c'est vraiment de se faufiler le fait que le NPD semble être en chute libre. Puis, il pourrait se faufiler entre une couple dans quelques circonscriptions, mais est-ce qu'à long terme, vraiment, c'est le bon véhicule? Moi, je suis plutôt sceptique aussi, là. Dernièrement, je pense même que c'était aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu un rejet d'un projet pétrolier en Gaspésie, puis ça a été beaucoup couvert dans les médias. C'est la députée de Gaspé, Mégane Perry-Melançon, qu'on a reçue aux engagés publics. Vous irez écouter l'entrevue, elle est vraiment une personne à découvrir, qui s'est manifestée là-dessus, qui a fait des déclarations à ce propos. J'étais curieux de t'entendre, Clément, là-dessus. Est-ce que Mégane démontre que le PQ est toujours un véhicule pertinent, ne serait-ce que pour défendre les régions? Puis je trouve ma question drôle. Mais c'est parce qu'à un moment donné, faut pas. Est-ce que le PQ n'est pas en train de se cantonner dans ce rôle-là de défenseur des régions? Moi, là-dessus, je me réjouis de voir apparaître des nouveaux visages. Je me réjouis qu'elle prenne la place puis qu'elle montre qu'elle a du cran, puis d'apparaître sur des sujets qui peuvent être délicats. Donc ça, sans aucun doute, bravo. En même temps, c'est une route complexe. Le rapport du PQ avec les questions pétrolières a été sinueux depuis quelques années. On a une crédibilité à reconquérir là-dessus. Puis je pense que là, le PQ ne pourra pas faire l'économie d'une position claire pour guider des prises de position comme celle-là. Donc, défendre les régions, oui, mais là, il y a des cas où on a effectivement, pour reprendre une expression, une crédibilité amochée. C'est toutes ces petites choses-là qui ont brisé la marque du Parti québécois. Moi, je me souviens, je vais vous raconter l'anecdote, puis vous allez vous en souvenir. Je suis certain, toi, Clément, je sais que tu t'en souviens. La fois au Conseil national où le Parti québécois, puis là, j'espère que je ne suis pas en train de dévoiler des huis clos, mais je pense pas, avait voté à être contre l'exploration pétrolière où il n'y en a pas. Ouais.
En fait, il y avait une question de... Tout le monde était d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça. Ou quand il n'y en a pas, ou qu'il n'y en a pas, on est tous d'accord, puis on dit on a des valeurs. Ouais. On est contre l'exploration pétrolière ou ce qu'il n'y en a pas. En fait, ce que ça disait, c'est que c'était dans le Golfe. Dans le Golfe, c'était OK, mais entre la pointe ouest d'Anticosti jusqu'à Montréal, ça, on était contre. Ouais. Mais En l'autre gros, bord de c'est ça, c'était correct. En gros, c'est l'amendement qui avait permis à ce que tout le monde se rallie, Oui, excluait les zones dans lesquelles il y avait de l'exploration. Mais c'est vrai que c'est pas une position facile pour revenir sur le pétrole parce que, tu sais, d'un côté, quand il y a eu tous les débats sur Anticosti, moi, personnellement, j'étais plutôt favorable justement à l'explorer et exploiter s'il y a quelque chose. Je me dis, en plus, c'est pas un endroit qui est super populeux, puis si ça nous permet de nous enrichir, comme ça a été le cas en Norvège, par exemple, puis de se faire un fonds, mais très bon exemple. Pas? Sauf qu'en même temps, je comprends que l'acceptabilité sociale puis le pétrole, ça n'a pas la cote en ce moment. Puis c'est vrai que c'est dur de concilier ça avec un agenda environnemental. Mais en même temps, je pense que le Parti québécois, justement, doit pas devenir trop dogmatique, si on veut, sur ces questions-là. Mais en même temps, on est beaucoup dans un monde de, c'est tout noir ou c'est tout blanc. Puis c'était dur là, d'être pour, mettons, Anticosti, mais contre Enbridge, puis critiquer le pétrole de l'Alberta, puis tout ça. Fait que bref, c'est comme tout ça qui nous a mis dans une situation complètement ridicule. Mais je pense que quand on regarde chaque dossier spécifiquement, ça aurait pu faire du sens, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu perds le monde. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu la taxe santé, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais bref, ça démontre que la cohérence, c'est important. Puis surtout que le PQ avait tellement critiqué les gaz de schiste, par exemple. Tu sais, tout ça, à un moment donné, c'est comme mélangeant un peu là, pour monsieur, madame, tout le monde. La cohérence, c'est important. Moi, je pense que l'élément qui fait que cette marque-là est aussi atteinte aujourd'hui, elle est là. Mais là, d'un autre côté, Clément, je t'entendais te plaindre que le PQ dormait depuis un certain temps. Tu te demandais... Je me suis pas plaint, tu m'as tiré les verres du nez à mon dernier passage. Tu te demandais, mais où sont les péquistes? On n'entend plus parler d'eux. On n'entend même pas pour le début du commencement d'un plan de relève ou quelque chose. Là, j'ai l'impression que cette semaine, ils se réveillent. Là, on commence à les voir. On a vu Véronique Yvon... À Tout le monde en parle. On a eu Pascal Bérubé à Dutrisac, qui a eu son entrevue finalement à Dutrisac, puis qui s'en est très, 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 très bien sorti. C'est bon, j'ai pas écouté. Moi, je l'ai écouté, c'était une très bonne entrevue. Je parle, lui, a été très bon. On voit Mégane Perry-Melançon qui s'y met en action. Est-ce que le Parti québécois se serait réveillé? Ben, espérons-le. En même temps, c'est pas facile, quand tu es juste 10 à l'Assemblée nationale, puis que tu es en reconstruction, que ton chef est intérimaire. Les médias, c'est sûr. Tu as eu un compte de 10 quelques minutes avant. Ben, c'est ça, les médias t'accordent pas autant d'importance. Il y a ça aussi. Des fois, c'est pas que le parti travaille pas, puis je sais, pour avoir été au Parlement, que le Parti québécois fait un travail fort dans les commissions parlementaires et sérieux, puis c'est un des reproches, mettons, que le PQ faisait, puis je pense fait toujours à Québec solidaire, qui est de, tu sais, eux, puis je pense même en ce moment, quand ils sont 10, ils font pas nécessairement ce même travail-là, pointilleux, difficile, ardu, qui est pas couvert nécessairement par les médias. Ils vont juste sauter sur les commissions qui ont les spotlights, qui sont les sujets chauds. Fait que c'est pas facile de bien faire ton travail d'opposition, puis en même temps d'avoir tout le temps les spotlights. Mais je pense que là, ils doivent se réorienter, puis courir justement après la lumière, parce que de toute façon, ils ne sont pas l'opposition officielle, puis ils sont en mode survie. Là. Mais moi, là-dessus, d'une part, oui, je suis impatient de voir réapparaître C'était ça le terme les que forces utilisé. vives. Oui. En même temps, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il ne s'est pas passé tant de temps depuis la dernière élection. Le temps de retomber sur ses pattes. Ben oui. Les vrais travaux publics à l'Assemblée n'ont pas recommencé, fait que les médias ne sont pas encore sur tout ça. Donc, je me plais à croire, à espérer qu'on va y arriver. Moi, le bout sur lequel j'ai hâte d'être assuré là-dessus, c'est que la réflexion pour réinventer le PQ, prenons ça comme base, elle ne se fera pas juste entre les élus puis le personnel de l'Assemblée. Là, il faut qu'il y ait un effet de convergence qui soit donné. Il faut qu'il y ait un message qui soit envoyé aux gens qui ont envie de participer à cette affaire-là, d'y participer puis que leurs points de vue sont les bienvenus. Mais ça, ça peut prendre quelques mois, c'est pas la fin du monde. Fait que je suis impatient. Mais je me plains pas, Denis. Non. Je suis patient. Est-ce que tu vas t'impliquer comme membre à la reconstruction de ce parti-là? Je veux continuer à y croire. On a eu Andrew Scheer qui a démontré de l'intérêt, qui nous a donné de l'attention cette semaine en
en se disant qu'il allait accorder plus d'autonomie au Québec, entre autres en matière d'immigration, qui va répondre aux aspirations et des besoins spécifiques des Québécois, c'est ce qu'il disait. Il a rappelé la liste de demandes de François Legault. Puis il a mis un petit peu Justin Trudeau au bat par rapport à cette réalité-là. Mais il s'est aussi permis un plaidoyer en faveur de la construction d'un pipeline qui allait traverser le Québec. Fait que là-dessus, il est plutôt d'accord, je dirais, probablement sur les pipelines avec la vision de Trudeau. Léo, est-ce que c'est l'arrivée de la CAQ à Québec qui souffle un vent nationaliste à Ottawa? Ou est-ce que Legault est en mesure, ou est-ce que Legault sera en mesure de rétablir un rapport de force grâce à tous ces nouveaux amis-là qu'il y a? Legault a assurément un rapport de force. Je ne sais pas si je dirais un vent nationaliste, dans le sens que, bon, la déclaration d'impôt unique, je pense que c'est très bien, puis je suis content, moi aussi, que ce soit à l'agenda, sauf qu'en même temps, c'est pas... je veux dire, il faut remettre les choses en perspective, c'est pas non plus la panacée, c'est pas si gros que ça, puis si c'est ça que ça prend à Scheer pour gagner le Québec, c'est pas grand-chose, mettons, c'est pas très cher payé, je trouve. Mais bref, pour revenir au rapport de force, assurément, je pense que l'arrivée de Legault, sa popularité, comme on disait, puis le fait que les conservateurs, je pense, sont là, sont curieux, sont intrigués, puis ils disaient, il y a quelque chose qui ressemble à nous autres qui a été élu, puis on peut venir faire des gains. Sauf qu'il reste que les gens, je pense, au Québec, vont avoir beaucoup de difficultés à voter conservateur. Puis c'était autre chose si c'était le Parti progressiste conservateur, comme ça a déjà existé, mais surtout voter pour quelqu'un comme Scheer, qui n'a pas un charisme à tout casser, qui est quand même sur des questions comme l'avortement, puis tout ça, qui est hésitant. Je pense que beaucoup de gens qui, une fois dans l'urne, ils vont avoir bien de la misère, même s'ils peuvent être séduits par certains aspects nationalistes. On voit un peu les efforts de Maxime Bernier actuellement. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir... Est-ce que tu penses, Léo, que ça pourrait avoir un impact dans la... Ben oui, parce que, tu sais, des fois, il suffit de pas beaucoup de votes, on le sait, puis Bernier pourrait aller chercher les quelques centaines ou quelques milliers de votes qui vont empêcher les conservateurs. Surtout, on est ici à Québec, puis dans la région de Québec, ça va être un terreau fertile pour Bernier. Il est connu ici, il va avoir la visibilité, puis ça donne que c'est ici que les conservateurs peuvent faire le plus de gains. Donc, je pense que c'est vraiment un voyant rouge important sur le tableau de bord de Andrew Scheer. Moi, Maxime Bernier, pour moi, il m'inquiète pas parce qu'il est bon, pas parce qu'il va présenter un programme qui se tient. Moi, je vais oser l'immaturité des médias qui m'inquiète parce que Maxime Bernier est passé maître dans l'art de lancer quelque chose pour faire réagir. Il sait pertinemment que ça n'a pas de bon sens. Son but, c'est d'aller taper l'imaginaire. Ouais. Puis là, les médias répercutent ça sans modération pendant des jours, puis ça occulte tous les sujets sur lesquels on devrait se pencher. Ouais. Moi, dans un monde idéal, je me dis que les médias, après ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en France, on pourrait apprendre à déjouer ces stratégies-là et à ne pas tomber dans le panneau chaque fois. Je pense que d'ici octobre, on ne va pas l'apprendre. Je suis assez négatif là-dessus. Puis, le résultat, c'est qu'il va avoir beaucoup plus de temps d'antenne qu'il en mérite, puis ça va avoir l'effet que tu décris. Ouais. Il va brouiller les cartes dans un paquet de circonscriptions. Sur l'aspect là où je suis pas d'accord, c'est que c'est vrai que il est sensationnaliste, puis tout ça, mais en même temps, là où je trouve qu'il a quand même un peu raison, c'est que sur le plan idéologique, c'est vrai que le Parti conservateur, des fois, tu regardes ça, puis ils sont pas très conservateurs. Fait que je peux comprendre que pour un vrai conservateur, mettons comme lui, il y a une place à prendre. Ben oui, il se dit, coudonc, le Parti conservateur canadien est rendu frileux de critiquer des sujets sur l'immigration, sur le multiculturalisme, défend la gestion de l'offre. C'est tous des aspects qui... Moi, je dis pas qu'il n'est pas motivé par des vraies motivations légitimes pour lui. Ce que je dis, c'est que sa stratégie de communication média, il a appris que c'était difficile d'amener les sujets dans lesquels il croit sur la gestion de l'offre. S'il fait une conférence de presse posée sur le sujet, personne ne va en parler. Non. Puis il s'agit qu'il lâche de quoi sur le CO2, puis les plantes, puis etc. Ouais. Puis là, il y a tout le monde avec lui. Ben voilà, c'est ce qu'il va faire toute l'année, puis ça va brouiller les cartes. Ouais. Mais en même temps, quand tu nous parles, est-ce que les médias vont apprendre à déjouer les pièges? Tu appelles ça comme... Je pense que c'est un peu ton propos. Ça ressemble pas plutôt à un filtre où ce que les médias se posent justement. Ben oui, mais est-ce que quelqu'un va nier que les médias sont un filtre? Non, pas moi. Ben voilà, c'est ça. Donc moi, tout ce que je dis, c'est... Devrait être le bon filtre selon Clément Laberge. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je veux lire toutes sortes de médias, je veux lire... Mais
les pièges qu'on connaît qui détournent les élections, qui détournent la démocratie. On a eu plein d'exemples. Voter pour Maxime Bernier, c'est détourner la démocratie. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Denis, t'es de mauvaise foi. Tu joues exactement le jeu que je suis en train de décrire. Que les engagés publics ne tombent pas dans le piège. Je suis quand même d'accord que Bernier, je pense qu'il peut occuper une place sur l'échiquier politique canadien. Je suis pas d'accord avec lui, mais en même temps, je trouve que c'est vrai que les partis, si je me mets dans ses souliers, là, les partis politiques canadiens sont tellement tous autour du centre, d'avoir justement quelqu'un qui dit les conservateurs ne sont pas vraiment conservateurs. Moi, je vais faire une vraie offre conservatrice. Je me dis peut-être en même temps, tant mieux. Ça force à brasser les idées. Puis je pense que les gens ne sont pas fous non plus. Puis Bernier, je pense que c'est clairement trop à droite puis libertarien carrément que ça embarque. Mais moi, je me réjouirais qu'on discute de certaines idées qui amènent sur la gestion de l'offre, par exemple, mais qu'on en discute sur le fond. Aujourd'hui, le résultat, c'est que si on regarde sur quoi Maxime Bernier a eu du temps média dans la dernière année, c'est surtout pour des déclarations dans lesquelles il ne croit même pas lui-même. Donc, je ne suis pas sûr que cette manière-là de faire fait avancer ses idées dans l'opinion publique. Donc, pour toi, c'est un troll? C'est-à-dire que oui, son comportement actuel est un comportement de troll. Est-ce que c'est parce que lui estime qu'il a essayé d'autres choses et que ça ne marche pas? Moi, je pense qu'il y a une petite vendetta. Mais moi, puis comme Denis, je sais que tu ne veux pas parler des États-Unis, je vais prendre au passage l'occasion de le faire. Bon, on n'a plus de temps. Mais si on regarde actuellement aux États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez arrive avec des idées où elle pousse ses idées au bout, quitte à choquer complètement, mais elle force les gens à discuter des sujets qu'elle met sur la table. Okay. Et est-ce qu'elle le fait? Plutôt que d'arriver avec un sujet alternatif pour obtenir l'attention. Ça, si Maxime Bernier jouait ce jeu-là, si Maxime Bernier jouait ce jeu-là, puis allait à fond sur ces sujets-là, puis forçait le débat, là, je trouverais que sa présence est plus intéressante. Est-ce que Catherine Dorion emploie la stratégie que tu viens d'énoncer et de décrire? En partie. Donc, moi, j'attends le retour à l'Assemblée nationale pour voir comment elle va jouer ça, mais c'est possible qu'elle prenne cette voie-là. C'est-à-dire, tu pars d'idées, puis tu les pousses à l'extrême, oui, pour frapper l'imaginaire, mais tu pars quand même d'idées amener les fortes. gens à en parler. Puis donc aujourd'hui, quand elle dit qu'il faut revenir à l'impôt sur les fortunes qu'on avait il y a 50 ans aux États-Unis, puis qu'elle dit qu'il faut imposer 70% les très grandes fortunes, ça fait les gens, stratégiquement, il y a 1 an ou 2, auraient dit « dis jamais ça ». Mais aujourd'hui, elle y va, puis elle dit « je force les gens à se positionner pour, contre. Peut-être que le point de vue, ça sera 30 à la fin, ou 40, ou 50, mais au moins, on parle du sujet. » Moi, je dis bravo. Puis si Québec solidaire prend cette voie-là, mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais à l'Assemblée, est-ce qu'ils le feront? Parce que Bernier, dans le sens, par exemple, lui, il ne croit pas à la gestion de l'offre, puis il pense qu'on devrait être plus capitaliste, puis ci, puis ça, puis... libertarien à fond. Exact. Puis lui, dans le fond, il pousse ces idées-là à fond, mais c'est quand même des idées, je pense, dans lesquelles mais c'est pas croit. sur ça. C'est ça, en fait, c'est que c'est ça, là, c'est qu'il y a une présomption qu'il n'y croit pas dans ton propos. Là. Toi, tu dis, il ne croit pas en certaines idées qu'il met de l'avant et qu'il utilise pour attirer l'attention. Et suite à ça, il nous amène dans son... Il est plus intelligent que de penser que le gaz carbonique n'est pas responsable de l'effet de serre. Au contraire, ça nous aide à vivre. Ça, c'était digne d'un troll, en effet. Oui, donc voilà. Puis ça, malheureusement, aujourd'hui, quand il fait ça, il perd en crédibilité puis ses idées ne sont pas servies. À long terme, je pense effectivement que ça va lui nuire. J'aimerais ça qu'on en parle un petit peu de Québec solidaire, surtout depuis l'élection. Est-ce que, puis je serais curieux de t'entendre, Léo, parce que j'ai pas eu l'occasion de t'entendre là-dessus, puis ton point de vue m'intéresse par rapport à ça. Est-ce que ça se pourrait que... premièrement, ma question, ça serait la suivante. Où est Manon Massé? Où est le chef de ce parti? On pourrait même dire où est Manon, où est Gabriel. Là, c'est clairement Catherine Dorion, mettons, qui a c'est Sol, qui Catherine. Tu penses qu'on est à Québec, qu'on voit rien qu'eux autres, nous autres? Je pense pas. Je pense que c'est le parti a comme été un peu hijacké, pour utiliser l'expression, par la gang d'Option nationale que sont Catherine et Sol. Puis... je pense que le monde de QS eux-mêmes sont un peu surpris. Là. En fait, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes sont un peu surpris par ça, puis ont comme perdu le contrôle là, de l'agenda. Puis je ne suis pas sûr qu'ils sont contents de ça, parce qu'il y a clairement 2 franges dans le parti. T'sais, une gang de monde qui veulent justement plus se recentrer, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais qui veulent, disons, modérer le parti, puis avoir un visage plus présentable, puis continuer à faire des gains, puis remplacer le Parti québécois, disons. Mais il y a aussi une gang de plus
pur et dur. Puis là, l'affaire, c'est que des gens comme Catherine Dorion, par exemple, je pense qu'on vient de donner beaucoup d'oxygène à cette gang-là, plus de pur et dur. Elle était contrôlable? Ben, je pense qu'elle est dure à contrôler, puis en même temps, ça va pogner, c'est sûr, dans son comté, puis elle se positionne bien pour être réélue. Sauf que, est-ce que ça va permettre au parti, mettons, de sortir des plateaux de ce monde, mettons, de toutes les villes, tous les quartiers branchés du quai universitaire du Québec? Je suis pas sûr. Fait que, tout ça pour dire que je pense que Manon et Gabriel ont eu des bonnes discussions dans la pause là, parlementaire. Puis ils disent là, il faut qu'on reprenne le contrôle. Tu fais le pari que Catherine, Sol et tout vont avoir moins de visibilité au printemps? L'affaire, c'est que je pense qu'ils ne sont pas vraiment contrôlables. Puis surtout venant d'un parti comme celui-là, qui n'est pas nécessairement hiérarchique, ce serait comme mal vu un peu de leur dire écoute, tasse-toi un peu ces lignes de côté. Sauf qu'en même temps, je pense que le parti voit bien que c'est pas Catherine la chef du parti. Est-ce que tu es un ami personnel de Gabriel Nadeau-Dubois? Non, on se connaît, mais c'est disons connaissance. Je pense que oui, vous avez un passé. On n'est pas des amis proches, peut-être un jour, mais non, on n'est pas des amis super proches. J'avais écrit justement pour le féliciter quand il avait été élu, puis tout ça, mais... T'as-tu répondu? Oui, il m'a répondu quand même. J'étais content. Oui, il me répond pas. Non, je l'ai écrit pas. Excuse. Mais oui, c'est ça. Donc, je voulais savoir si c'était ton ami parce que justement, je voulais voir un peu où tu te situais par rapport à cette réalité-là. As-tu été tenté d'aller chez Québec solidaire mais là, je t'entends depuis tantôt, puis je pense que même auprès de tes anciens co-militants, ou je sais pas comment dire ça, moi, c'est ça, co-militants de Carré Rouge, je pense que tu dois peut-être même t'as une certaine distance par rapport à tes points de vue sur ne serait-ce que l'économie. Oui, c'est sûr. Puis c'est juste que je trouve qu'un parti comme Québec solidaire est très intéressant, puis c'est peut-être un parti d'avenir, mais je trouve que beaucoup de leurs éléments de leur programme qui appartiennent au passé, justement sur les questions, par exemple, économiques. Moi, j'ai pas de problème personnellement avec leur agenda social puis environnemental. Je trouve que c'est là qu'il faut s'en aller, mais c'est juste que je trouve que c'est comme s'ils voyaient tout à travers le prisme de l'État, puis tout ce que le privé fait, c'est nécessairement mal. Puis je pense que c'est comme ça que pensaient beaucoup de mouvements de gauche à une certaine époque, mais je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le libre marché, c'était pas juste mauvais. Oui, il faut qu'il soit contrôlé, oui, il faut qu'il y ait des règles, mais à me donner, si le Québec est la société riche qu'il est, c'est aussi parce qu'on a un libre marché. On parlait des États-Unis tantôt, de la France. C'est tous ces échanges-là qu'on fait. C'est grâce à l'ALENA, puis monsieur ou madame X qui vend des meubles aux States, à du monde de la Californie, puis nos logiciels qu'on envoie partout dans le monde. Bref, c'est tout ça. Puis c'est juste, j'ai l'impression que leur problème économique pourrait nous appauvrir. Puis ça m'inquiète. Puis j'ai l'impression que c'est ça leur défi à eux autres, s'ils veulent se présenter comme une alternative crédible. Puis je pense que des gens comme Gabriel, par exemple, ça le comprennent, puis c'est là qu'ils veulent amener le parti. Oui? Moi, j'ai l'impression quand même, puis lui, je pense qu'il est toujours un peu entre l'arbre et l'écorce, où il doit aménager cette base-là plus militante, plus pure et dure, mais je pense qu'il voit quand même que le parti doit s'adapter, puis se modérer, puis tout ça. Est-ce que Gabriel devra venir se défendre au micro des engagés publics sur... Pas se défendre, proposer. Ben oui. Proposer, tant mieux, mais surtout, soit rétablir les faits par rapport à ce que Léo pense de sa vision. Je serais curieux d'en parler. Je vais peut-être te surprendre, vas-y. Denis, mais moi, j'espère que dans les prochains mois, Québec solidaire, puis Catherine, puis Sol vont pas baisser le ton. J'espère qu'ils vont garder le même espace puis qu'ils vont aller au front de la même façon. Mais j'espère qu'ils vont le faire pour proposer des choses qui vont nous obliger à envisager d'autres façons de faire, surtout dans un contexte où c'est leur rôle. Le gouvernement va avoir une lune de miel assez longue à cause du contexte dans lequel il est arrivé, petite session, etc. On va se rendre à l'été en lune de miel avec ce gouvernement-là. Donc, qu'ils viennent proposer avec audace, fougue, ce serait pas leur... un petit côté incontrôlable, mais pour proposer, parce que s'ils mettent toute cette énergie-là à juste dénoncer, taper, condamner le gouvernement, on n'avancera pas. Donc, il n'y aurait pas cette faut pas les changer. Il n'y aurait pas cette responsabilité-morale-là, justement, de justement être les garants d'un débat. Oui, c'est clair. Tout à fait. Sauf qu'en même temps, moi, ce qui m'a agacé quand même un peu dans toutes les sorties qui, encore une fois, je pense, ont été bénéfiques pour Catherine Dorion, la députée, mais c'est juste, je trouvais qu'il y avait beaucoup de mise en scène de soi là-dedans. Puis peut-être c'est ça que ça prend aujourd'hui pour faire parler de j'ai ses tendance à penser que ça peut se confirmer, ça, même si... c'est juste pas que j'ai cru d'emblée, moi, là. Je trouvais juste que des fois, peut-être c'est quelqu'un, je sais pas à quel point c'est quelqu'un qui pensait aussi à l'intérêt du parti, puis du mouvement, puis des causes, ou qui voulait plutôt, justement,
faire parler d'elle. Puis même chose avec les vêtements, puis tout ça. Puis en même temps, j'ai peut-être tort, puis je pense que ça a fait parler beaucoup d'elle. Quelqu'un qui met en scène sa propre émotion, ça me questionne toujours. Est-ce que tu penses, Clément, que Sol et Catherine sont incontrôlables pour le parti, dans le sens où même ils ont pris le parti de vitesse, puis maintenant ils sont pris avec des loose cannon. Moi, je veux qu'on arrête de demander au monde de changer quand ils sont élus. Fait que là, c'est la dynamique du parti de gérer Catherine comme elle est, qu'elle a été élue comme ça, puis ainsi de suite. Ça va poser des défis, mais je pense qu'on gagnerait tous à ce que les gens soient plus spontanés, puis qu'on puisse corriger après, puis qu'on puisse encadrer après. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'elle a fait? Sans doute pas. Est-ce qu'il y avait de la mise en scène? Probablement. Est-ce que c'est normal après à peine 100 jours ou à peine un peu plus? Il reste bien du temps, mais ne demandons pas aux gens de tous entrer dans le moule trop vite. Hey, les États-Unis, dites donc quoi? Non. Je connais tellement pas les dossiers, man. OK, reste une chose, c'est que moi, il y a une chose qui m'a intéressé beaucoup cette semaine, c'est cette fameuse photo-là du face-à-face. Puis, veux pas, moi, vous allez dire, je ramène toujours tout au Québec, mais j'ai revu ce face-à-face-là avec le soldat Patrick, je sais plus quoi, au Canada, pendant la crise d'Oka, entre un Warrior et un soldat canadien, québécois, dans la circonstance. J'ai pas pu m'empêcher de faire un lien, mais on a eu cette photo-là, on a eu ce face-à-face-là à Washington, là, quelques jours, où on avait un jeune qui portait une calotte Make America Great Again, qui faisait face à un représentant des Autochtones américains qui était là pour manifester aussi. Hein, à Washington, c'est un lieu pour manifester. L'histoire autour de tout ça, comment ces deux individus-là, que rien ne peut rapprocher autrement que Washington a pu se construire, comment cette rencontre-là est arrivée, c'est nébuleux. Même aujourd'hui, après quelques jours, on voit que c'était pas nécessairement si évident. C'est plus compliqué qu'on avait pu l'imaginer. Il semblerait même qu'il y aurait peut-être certaines voix démocrates qui cherchent à manipuler l'opinion publique. Non. J'en suis le premier étonné. Quoi qu'il en soit, où est-ce que je veux vous amener, c'est que je serais curieux de vous entendre sur cette rencontre-là, sur ce face-à-face-là, sur tout ce que ça l'a provoqué. Autant à tous les degrés, autant au premier degré, cette photo-là où on a un face-à-face comme celui-là et tout ce que ça peut décliner au point de vue des problématiques et des réalités de la circulation de l'information aujourd'hui à la vitesse lumière qui ont donné la situation que je viens de décrire. Qui veut commencer? Je pense qu'en image, ça montrait bien les deux visages de l'Amérique, justement. Les deux visages de l'Amérique. D'un côté, justement, la personne blanche avec le « Make America Great Again », puis d'un autre côté, une population vulnérable, historiquement opprimée, les Autochtones, puis l'incompréhension qu'il y a là-dedans. Puis fait que, je pense que ça résume bien. Puis pour avoir passé quelques mois justement là-bas cet automne, c'est vrai qu'on voit ça, il y a un clivage racial important. Puis moi, j'étais un des premiers à être surpris des fois quand je parlais avec des Américains de pourquoi est-ce qu'ils ramenaient toujours tout à des questions de race, puis tout ça. Puis, mais c'est que là-bas, que ce soit avec les Autochtones, mais avec les Noirs, la discrimination est encore là, puis il y a encore des écarts de richesse incroyables qu'on ne connaît pas ici, ou en tout cas pas à la même extrême. Fait que, bref, cette image-là, je pense, illustrait bien c'est important de bien l'amener, cette tension-là. Cette réalité-là. Les écarts sont absolument différents. Ben oui, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, moi j'étais à Washington, puis qui est quand même une ville relativement privilégiée aux États-Unis, mais quand tu pars dans les quartiers sud, ce sont des quartiers majoritairement afro-américains, très pauvres, puis plus tu vas vers le centre-ville, plus c'est blanc, plus c'est riche. Tu le vois, là, c'est visuellement frappant, puis on n'a pas... Enfin, il y a bien sûr des écarts de richesse ici aussi, mais je pense jamais avec les mêmes extrêmes, Puis, bref, les communautés autochtones aussi rentrent là-dedans. Fait que ça, je pense que ça illustrait bien ce clash-là, puis tout le pouvoir, l'influence négative des discours de Trump, puis comment est-ce qu'il a craqué son monde, en bon français, à détester Donc, l'autre. tu penses qu'un face-à-face comme celui-là, quelqu'un qui est prêt à venir fesser, comme en bon québécois, comme ça, au point de vue d'une opinion un peu pas mal plus à droite, polarisée,
n'aurait pas été possible sans cette décomplexe. J'ai l'impression parce que Trump a comme repoussé il a pris la ligne des buts puis il l'a amené plus loin dans qu'est-ce qui était acceptable. Puis c'est quand même une figure de référence. Fait que quand ton président dit toutes sortes d'affaires sur les Mexicains puis les Noirs puis ci puis ça, ça légitime ce discours-là publiquement. T'sais. Fait que s'il y a ce jeune homme-là qui s'est senti à l'aise de confronter un autochtone devant tous les Kodak puis tout, on peut imaginer ce que les gens font quand ils sont même pas en public. Là, moi, ce que cette histoire-là m'amène, parce qu'effectivement, j'ai été assez fasciné, comme toi, d'avoir de l'image de départ. Oui. Puis de toutes les histoires qui sortent aujourd'hui où des gens disent « Ouais, attendez, on était sur place. Il y a un troisième protagoniste dans l'histoire qu'on ne voit pas dans la photo. » Bon, on ne fera pas l'histoire au complet là. Mais moi, ça m'a beaucoup rappelé une mise en garde sur la force de l'image aujourd'hui. L'image percute plus fort que les mots. Les découpages des images parlent très fort. La vitesse à laquelle les images se diffusent et sont relayées sur les réseaux sociaux est en soi un piège. Puis dans cette image-là, on avait, dans notre regard à nous, le bon et le méchant, tout désigné. Ouais. Puis on est tombé dans le piège. On voyait ce qu'on voulait voir. On est tombé dans le piège parce que c'était plus vrai que... Le petit gars dans la cage. Hein, C'était plus grand que nature. La casquette, il était pour beaucoup. Oui. Moi, il y a un texte que j'ai lu aujourd'hui qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. On pourra mettre un lien, c'est dans le New York Times, sur l'effet de ciseaux, c'est leur expression que les médias sociaux jouent aujourd'hui, de découper l'opinion publique à partir d'une image, puis de créer une polémique. Puis l'exemple qui est très fort qui est donné là-dedans, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui agissent à peu près comme si on pouvait trier l'actualité par force de controverse, comme on trie par ordre alphabétique. Mais là, tu tries par force de controverse, puis celle-là, c'est sûr que cette image-là, tout de suite, en cliquant sur trier par controverse, boum, elle se retrouve en haut, puis ça devient le sujet. C'est un beau rappel qu'on doit toujours se méfier de la force des images, puis continuer à réfléchir au-delà de ce qui nous est présenté. 32e jour, semblerait, au moment de l'enregistrement de la fermeture, ou je ne sais pas comment on dit ça, le gouvernement américain qui est toujours fermé. C'est de la faute à qui? Je pense quand même de la faute de Trump à la base. Là, c'est lui qui a décidé de le fermer toujours bien et d'en faire un enjeu aussi important, alors qu'il savait que les démocrates jamais financeraient le mur. Sauf que là, c'est vrai que les démocrates ne se montrent pas très conciliants à vouloir négocier, on va se le dire. Sauf qu'en même temps, c'est parce qu'il voit bien que là, le singe est sur l'épaule de Donald Trump puis que lui-même s'est peinturé. Il n'y a pas de danger que le singe commence à traverser dans l'opinion. Ouais. Oui, c'est possible. Je pense qu'il faut que les démocrates fassent attention. Sauf qu'en même temps, c'est quand même Trump qui a amené la situation jusque-là, puis c'est quand même lui qui est au gouvernement. C'est lui qui a l'odieux. C'est lui qui a l'odieux. Fait que je trouve que c'est quand même de bonne guerre des démocrates aussi de jouer cette game-là jusqu'à la fin. Mais j'étais quand même surpris de les voir refuser l'offre qui avait été faite sur les fameux Dreamers. Donc, Trump c'était 3 jours. C'était 3 ans. Hein? C'est ça. J'avais pas vu tous les temps. En effet, c'était peut-être pas beaucoup, mais je pense qu'il pourrait y avoir une entente sur quelque chose comme ça. Parce que, mais tout ça... Moi, je pense que c'est la faute d'un système qui ne se tient pas. Que c'est ça, un pays qui, tous les mois de décembre, arrive à échéance puis donne la chance à des gens avec des idées extrêmes de jouer cette carte-là puis de mettre l'État au complet à genoux. Je veux dire, c'est le lieu d'un marchandage qui n'a aucun bon sens. Prendre des travailleurs honnêtes en otage dans un contexte comme mais ça. De toute façon, là, ça nous rappelle que les institutions, ils ne sont pas là pour quand tout va bien. Là. Les institutions sont là pour que le jour où ça chie, les institutions gardent le cap puis continuent. Là, c'est l'illustration pour moi d'un système que et les républicains et les démocrates ont laissé s'enliser dans une mécanique annuelle qui est totalement malsaine puis que Trump a réussi à exploiter. Donc, c'est lui qui porte l'odieux, mais je pense que tout le monde aurait dû voir venir la possibilité de ce genre de mécanique malsaine-là. Ouais. Tu sors de l'école aujourd'hui, tu as la chance, aux États-Unis, tu es un jeune Américain, tu as la chance de rentrer pour un poste au gouvernement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu y penses, en effet. Là, ça fait 30 jours quand même que ce bon monde-là n'est pas payé. Ça a un impact important, là. Puis, ça va peut-être se reproduire. En fait, ça crée des précédents, tout ça. Là, c'est le plus long, je pense. C'est le plus long, là, on est dedans. Jusqu'à présent. Puis moi, j'ai pas aimé non plus la façon dont, là, je tape sur le clou, mais Trump a géré tout ça dans le sens que, on aurait pu voir quelqu'un qui va voir les travailleurs, qui les rassure, qui essaie justement de mettre l'odieux sur l'autre partie. Mais là, on n'a pas vu ça du tout. Hein. Puis, il me semble que ça démontre que Trump, encore une fois, pense davantage à lui. J'écoutais justement
dans Pod Save America, là, il parlait de si Obama avait eu un shutdown aussi long, par exemple, toutes les photos qui auraient été faites pour justement rassurer les gens puis démontrer qu'ils sont en action. Là, c'est pas ça qu'on voit. Mais ça, là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec les gens qui disent la durée de ce shutdown-là illustre la faiblesse relative des démocrates qui, après 32 jours, n'ont pas réussi à mobiliser les gens, même pour qu'il y ait une forme d'opposition au shutdown, et que c'est la vraie inquiétude au bout des 32 jours, c'est si les démocrates ne sont pas plus forts que ça, est-ce que 2 ans vont suffire pour monter une force d'opposition à Trump? C'est un bon point. Ça démontre que les gens, la fanbase de Trump, elle est forte, elle est là, elle est derrière lui. Puis on peut penser... Y a-t-il une apathie aussi? Ben, c'est possible. Puis L'apathie après 2 ans de Trump. Mais c'est le cas, c'est terrible. Moi, je parle de la population. Ben oui, c'est ce que je dis. Okay. Si après 2 ans de Trump, il y a de l'apathie, c'est au-delà de ça. Il peut y avoir peut-être un manque de sympathie aussi. Je ramène ça s'il y avait quelque chose de similaire, par exemple, au Québec. On peut penser que les sympathisants à un genre de Trump québécois ou canadien n'auraient pas nécessairement beaucoup de sympathie pour les fameux fonctionnaires qui, oui, ont peut-être pas de salaire, mais qui abusent tellement, puis ci, puis ça. Oui, puis en même temps, est-ce que les démocrates ou les progressistes, puis là, on va le faire toute politique confondue, ont pas justement perdu non seulement la capacité de mobiliser, mais aussi la sympathie nécessaire pour être crédible et avoir de l'écoute quand vient le temps de mobiliser justement la population. Mais quel portrait incroyable à 2 ans d'une élection. Ouch, hein? Oui. OK, je vais vous nommer des candidats démocrates. C'est François qui insiste. Donc, des démocrates qui sont officiellement candidats. Puis la question sera la suivante. Je vais commencer avec toi, Léo. Avez-vous des candidats préférés là-dedans? Puis on va faire attention de ne pas trop s'étendre. Je pense qu'on est déjà à 2 heures d'enregistrement. C'est du jamais vu encore pour les engagés publics. Donc, qui est officiellement candidat actuellement? Sénatrice Kamala Harris de Californie, l'ancien secrétaire à l'habitation et développement urbain Julian Castro du Texas, la représentante Tulsi Gabbard d'Hawaï, l'ancien représentant John Delaney du Maryland, l'ancien candidat au Congrès Richard Ojeda de la Virginie occidentale. C'est-tu l'ancien soldat, ça? Je ne sais pas. OK. Moi, c'est lui, mon préféré. Un vrai prolétaire. Je vois, c'est lui. L'homme d'affaires new-yorkais Andrew Yang. Et on parle ici qu'on a lancé un comité exploratoire pour la sénatrice Kristen Gillibrand de New York. Je ne sais pas si on le dit de même. Gillibrand. Et la sénatrice Elizabeth Warren... Quick win! La sénatrice Elizabeth Elizabeth Warren du Massachusetts. Donc, ton préféré ou ta préférée dans tout ce buffet? J'ai pas trop de préférés, je dois avouer, parce que tous les gens que tu as nommés, je pense que c'est beaucoup des gens qui veulent utiliser l'élection présidentielle comme un tremplin. Je les connais pas tous. J'en connais certains d'entre eux. Il y a quand même que tu as nommé Kamala Harris, qui est la sénatrice de Californie. J'aime bien. On voyait d'ailleurs dans les journaux récemment, les médias québécois se sont amusés parce qu'elle aurait fait ses études secondaires là, ici à Montréal, à Westmount. J'ai été voir aussi, pendant que j'étais à Washington, Kristen Gillibrand faire une conférence. Elle, c'est une sénatrice de l'État de New York. Puis elle, juste pour l'information, en fait, c'est quelqu'un qui a pris le poste de sénatrice d'Hillary Clinton, puis qui lui ressemble beaucoup. C'est quelqu'un qui s'est présenté comme championne de la cause des femmes. Puis c'est juste qu'elle ressemble en effet beaucoup à Hillary Clinton dans sa façon de s'exprimer. Puis je trouve que c'est très scripté, c'est un peu robotique. Fait que, bref, je ne sais pas à quel point ça va marcher, mais je pense que c'est 2 personnes quand même à surveiller dans la prochaine présidentielle. Est-ce que tu es fan de certains, Clément? Non, moi, en fait, c'est la liste des profils Wikipédia que je dois explorer dans les prochaines semaines. Donc, tu as besoin d'aller chercher plus d'informations. Oui, absolument. Je pense qu'il faut attendre aussi les plus grosses pointures. On peut penser à quelqu'un comme Joe Biden, que les gens connaissent, qui va peut-être se présenter, mais ces gens-là vont sûrement se présenter un peu plus tard. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait beaucoup de gens sur la ligne de départ, parce qu'on n'a aucune idée du genre de profil qui va correspondre à la réalité extrêmement changeante aux États-Unis au moment où ça va compter. Donc, il faut qu'il y en ait plusieurs, il faut qu'il y ait toutes sortes de profils. J'espère juste qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation que les républicains à la dernière élection, puis qu'on va devoir faire des débats à 10, 11, 12 personnes, parce que ça mène à rien. Donc, il va falloir qu'il y ait rapidement une mécanique de ralliement qui se mette en place autour des profils qui vont s'avérer plus porteurs que d'autres. Je vais vous la poser la vraie question. Sanders ou, voyons, vous avez le nom de... Elizabeth Warren. Warren, mettons-la là-dedans. Puis l'ancien VP? Joe Biden.
C'est ça la vraie question, là. Ouais. Moi, je suis plus dans l'équipe, si j'avais à choisir Joe Biden. Je pense que ça prend des gens plus comme lui ou comme des candidats, si on veut, plus modérés, entre guillemets, pour aller chercher justement les banlieues, puis pour reconnecter avec les classes ouvrières, tout ça. Bref, je pense que c'est ça que ça prend, mais je comprends aussi l'argument inverse qui est de dire, ben non, ça prend au contraire des gens comme Sanders qui sont plus populistes, puis qui vont ratisser plus large, puis qui vont permettre d'aller chercher plein de gens qui ont voté Trump. Mais personnellement, je pense pas que c'est la voie qu'il faut venir. Puis un de mes arguments, c'est que dans les dernières midterms, par exemple, aux États-Unis, les démocrates ont fait beaucoup de gains, par exemple, dans les banlieues, en allant chercher des gens qui avaient voté Trump la première fois, mais qui trouvent que là, il va trop loin. Tu sais, des gens, justement, éduqués, classe moyenne, tout ça. Puis je suis pas sûr que ces gens-là voteraient pour un Sanders, mais je pense que les États-Unis, en ce moment, ils ont besoin de quelqu'un qui est peut-être pas flamboyant, là, mais qui est plus tranquille. Des gens qui auraient voté Trump, mais qui seraient pas prêts à voter Trump. Qui ont voté Trump la première fois, par exemple, mais qui, là, trouvent que ça va trop loin. Puis je pense qu'il là, donc, là, serait échaudé. Puis... je pense qu'ils cherchent quelqu'un de plus tranquille, justement. Tu sais, je pense que les gens veulent pas nécessairement une candidature flamboyante, mais quelqu'un qui va mener le bateau à bon port. Je pense que les gens ont besoin d'un break. Moi, je pense qu'il faut changer de génération. Ah oui? C'est une question d'âge, selon toi? Je pense que ça fait partie de l'équation. Puis moi, j'en vois beaucoup des jeunes qui pense sur Sanders. Ah, mais moi, j'espère que c'est Sanders, Biden et tout vont jouer un rôle, puis vont jouer un rôle important, puis seront peut-être dans un ticket, mais je pense quand même, puis c'est pas qu'une question d'image, là, c'est pas ça mon point. Je pense qu'il y a une question d'aborder les questions différemment là, qui est nécessaire. Je pense pas que c'est une course autour de Bernie Sanders qui va régler la question. C'est ce que tu dis là. Oui, mais c'est vrai que dans le cas de Bernie Sanders, puis ça s'applique aussi tout à fait dans le cas de Joe Biden, c'est deux personnes, disons, très âgées. Là, je vois Bernie Sanders de 77 ans en ce moment, donc il va en avoir 79 en 2020, ou 78, en fait, pendant c'est quand ça fête. Mais bref, c'est sûr que c'est peut-être pas... On est dans des cas extrêmes. C'est ça. Biden, très aimé par Reddit, là, par Imager, sur les médias sociaux. Je pense qu'il trigue. On a déjà des candidats qui trigue, pas pire, à la clientèle jeune. Mais il y a des gens qui pensent encore que c'est Reddit qui va faire gagner un président? Non. OK. Dernier bloc. Clément, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ah ben moi, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On a 3 courts-métrages à aller voir. On est chanceux. 2 courts-métrages québécois qui ont été sélectionnés pour les Oscars. N'oublions pas qu'il y a aussi un film d'animation qui a été retenu. On est chanceux. Les 3 films, Fauve de Jérémy Comte, Marguerite de Marianne Farley et Animal Behavior de David Finn et Alison Snowden, sont disponibles en ligne gratuitement. Il s'agit de chercher titre, auteur sur Vimeo, sur ici tout.tv ou sur le site de l'ONF. On peut voir les 3 films pour pouvoir se réjouir en toute connaissance de cause le soir des Oscars. Ben oui, des grosses fiertés quand même. Léo, on fait quoi cette semaine? À Québec? Ben, de mon côté, nouvellement arrivé à Québec. On pelte. On pelte. On se fait pas remarquer pendant les opérations de déneigement. Mais surtout, moi, comme je racontais, là, j'ai passé pas mal de temps au Royaume-Uni dans les dernières années. Puis une exposition sur Londres au Musée de la Civilisation. Donc moi, j'ai l'intention excellent d'aller voir musée. Ça. Et il y a aussi 14 parcs de la CEPAC qui vont être gratuits le 26 janvier, donc en fin de semaine. Donc s'il y a des gens qui veulent aller dehors, profiter du beau temps. Puis je pense qu'il ne faut pas se laisser apeurer par les alertes de froid extrême, de je sais pas quoi. Des hivers, on en a vu d'autres, puis il faut s'habiller comme du monde. Une autre occasion pour Clément de parler contre les médias. Vas-y, Clément. Les médias nous font peur. Oui, absolument. Même sur la température. Alors ça, je suis d'accord là-dessus. Ça, c'est ridicule. Hey, Denis a été d'accord avec moi une fois aujourd'hui. À mettre au calendrier. C'est un propos qui a souvent été amené par André Arthur, entre autres. La supercherie du facteur éolien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un peu abusif. Dans le sens-là, en fin de semaine, il parlait quoi de moins 49 puis tout ça. Puis c'est parce que là, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Là. OK, moi, de mon côté, ce que je vous dirais, puis encore une fois, vois-tu à quel point je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, petite précision sur Reddit. Reddit plus populaire que Facebook pour la première fois cette année. Depuis, je ne sais pas quelle année, là. Mais non, mais quand même, je voulais le préciser. Puis en même temps, dire éloignez-vous donc des médias sociaux. Je pense que je suis en train de le constater.
je l'ai vécu. Je suis attentif depuis que tu nous as un peu... En fait, dans mon cas, c'est toi qui m'as sensibilisé plus à ça. Non, pas surmoncer. T'es vraiment pas du genre à surmoncer. Non, mais sans blague, depuis que j'ai eu un petit peu cette sensibilisation-là auprès de toi, entre autres, je suis plus attentif à ce que ça me fait, ne serait-ce qu'une connexion comme ça aussi. Puis là, je suis en train de montrer pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, je suis en train de montrer que je regarde mon téléphone intelligent. Ne serait-ce que prendre mon téléphone et le regarder peut susciter une légère anxiété. C'est fort, faut le faire. Ben oui. C'est ça sur nous autres, c'est sûr. Moi, je l'ai remarqué aussi, puis j'essaie de faire attention à ça. C'est surtout que c'est la première affaire qu'on fait le matin souvent. Tu regardes ton téléphone, puis ça crée un stress, puis une anxiété. Puis je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'études là-dessus dans le futur sur l'impact que ça a sur notre santé mentale. Ben, c'est Clément qui nous l'a dit il y a un an. Donc, je suis en forte réflexion, évidemment, en retard, comme toujours, là-dessus. Puis l'autre chose, Léo... Tu vas devenir un très bon évangéliste après, on sait. un anti-médias sociaux. Technosceptique. Oui, c'est vraiment en toute cohérence avec mon travail en plus. Léo, une proposition pour toi. Va au bar McFly. Parfait. Proche de la rue Saint-Joseph, dans Saint-Roch. C'est la place à connaître dans la ville de Québec, avant toute chose. Les autres, tu pourras les découvrir. Une suggestion pour toutes nous autres, il y a Zaz, Zaza. qui sera à Québec le 24 avril au Centre Vidéotron. Fait qu'on devrait tous prendre des billets puis envoyer des photos à François Legault. Non, moi je pense qu'on pourrait aller faire un selfie avec lui. Oui, parce qu'il va être là. Oui. Elle va être là. Elle, en tout cas, va être là. Zaza, il sera. Maintenant, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça a été excessivement long, je pense, à moins que François nous ait fait un beau montage très serré de tout ça, puis qu'on soit devant un des plus beaux podcasts, un des meilleurs podcasts au Canada. Il y a de quoi faire une édition double. On peut peut-être tout simplement faire une édition double spéciale Québec. Oui, quoi? On me pointe la bière avant que je termine. Il fallait que tu signales que c'est de la bière de Matane. On a de la bière de Matane. On boit de la bière de Matane. On boit de la Patriote. On boit de la Duplessis. On boit de la Gros Char. Gros Char puis de la quoi? Salamagone. Salamagone. Donc, on en profite pour saluer Pascal Bérubé à travers tout ça, comme il se doit. Restez à l'écoute des engagés publics. On a plein de plateformes. Trouvez-les. Merci. Bonne soirée. OK. Ta musique, machin truc. Salut Frank. OK, François, t'essaieras de faire de quoi avec ça? OK, François va capoter. Bonne chance, François, pour le montage. J'ai bien vu que tu as préféré parler de Québec solidaire que de la situation aux États-Unis. Oui, mais on va en parler. Joué, Denis, bien joué. On va en parler des États-Unis, puis il fera bien ce qu'il veut avec ça. Legault a annoncé, c'est ça le gouvernement Legault a annoncé qu'il n'y aura pas de maternelle 4 ans près des garderies et des CPE. C'est surréaliste, man. C'est débile. Oui. L'enfant, il ne veut pas compétitionner. Oui, mais c'est débile, là. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, c'est comme... Je suis pas à l'aise de lire ça, je m'excuse. Enregistre, ça va être très bon. Non, je le sais, ça va être ça qui va être le meilleur. Bonne chance, François. On recommence.